et bienvenue dans Le Monde Numérique, votre podcast sur Digimon. Et comme chaque semaine, moi, Aldric, suis en compagnie de l'incroyable, du sublime, du fantastique, de l'énormissime François. Chaque semaine, c'est de plus en plus. Bonsoir, Oui, bonjour plus. Aldric. Oui, bonjour, bonsoir, je ne sais pas à quelle heure vous écoutez ce podcast. Donc bonjour, bonsoir Non, à même tous et nous, à on tous. sait plus quelle heure il est. Hein. Non, ouais, je suis enfermé dans le noir, donc je n'ai plus aucune notion du temps. C'est le monde numérique, le temps est décalé. Tout à fait, mais comme on est sur un sujet qui prend beaucoup de temps, on va pas traîner et puis on va aller de suite dans le vif du sujet, cette troisième partie sur les romans officiels, donc le tome 3 que l'on intitule Nos aventures ne sont pas encore terminées. Et c'est écrit par... Hiroyuki Kakudo, le réalisateur qui a fait la saison 1 et la saison 2 de Adventure. Voilà, alors particularité, vacances oblige, on a enregistré ce podcast, pas le jour J comme d'habitude, mais un petit peu avant, parce que du coup c'est moi qui pars en vacances et qui n'était pas disponible. Donc de ce fait, on ne pourra lire que 3 des commentaires déjà postés sur le précédent podcast. Si on a d'autres, ne vous inquiétez pas, ils seront lus la semaine suivante avec le prochain sujet. Mais toujours est-il qu'on va déjà répondre à ces 3 commentaires vu qu'ils parlent justement du précédent podcast. Et on commence avec Super Smash Boy officiel toujours, qui aurait une question, il ne remet en rien... Alors, j'aurais une question, je ne remets rien en question si Vandemon a les mêmes caractéristiques qu'un vampire, et qui sa nourriture de sang humain, comment faisait-il pour se nourrir dans le monde numérique? Il prenait du sang de Digimon, je me suis souvent posé cette question-là. François. C'est une fort bonne question, on n'a pas d'informations là-dessus, mais après on précise par exemple quand Gotsumon et Pumpmon se font tuer, c'est les chauves-souris de Vandemon qui les mangent. Alors est-ce que c'est comme ça qu'ils gagnent en puissance? Point d'interrogation. Sachant que c'est les chauves-souris aussi qui font revivre Venom Vandemon. Peut-être qu'ils se nourrissent comme ça, je ne sais pas. Possible. Et donc on a ensuite Digimon Forever qui nous dit: il est intéressant de constater que c'est à cause des spores noirs que Genai ne sort pas vraiment de chez lui. Ma question maintenant, c'est dans la 2e saison, est aussi aux prises avec des spores noirs et pourtant il réussit à redevenir lui-même plus ou moins facilement. Est-ce que c'est parce que celles-ci ont un Tekeken qui sont moins fortes, car quand même pour protéger Genai, il lui faut un champ de force pour le protéger? Très bonne question. Je n'ai pas d'informations. Il y a un peu plus de détails parce que alors du coup, en redécouvrant ce volume 3, j'ai découvert qu'il y avait toute une dernière partie qui est remplie de lore. Donc il y a un peu plus de détails sur cette spore noire qui est dans Genai spécifiquement. Par contre, après, on n'a pas plus de détails sur les spores noires en général. Eh ben, restez jusqu'à la fin de cet épisode, du coup, à la fin de ce tome, on en parlera. Et 3e commentaire de Chernabog, on devrait proposer une édition de ces romans dans la collection Bibliothèque de la Pléiade. En effet, toujours très intéressant, ces apports des romans. Vandemon est décidément un sacré sadique. Bien vu également de mettre en avant plutôt Wizardmon qui, il faut bien l'avouer, arrive dans l'intrigue un peu comme un cheveu sur la soupe dans la série, même s'il était visible en arrière-plan auparavant. Et oui, on a été plus d'un à ne pas comprendre pourquoi Palmon n'avait pas eu droit à son évolution parfaite dans l'épisode 25, tant tout semblait l'annoncer. À croire que la production a changé d'avis à la dernière minute, peut-être pour garder des révélations d'évolution pour la partie dans le monde réel. Plus globalement, le fait d'avoir bien plus de foreshadowing, anglicisme difficilement contournable, donne plus de consistance à l'intrigue, tant encore une fois le déroulé de la série pêche un peu par son côté trop linéaire. Je suis totalement d'accord. Peut-être expliquer c'est quoi du foreshadowing pour les gens qui ne sont pas du tout Le foreshadowing, ça va être super compliqué parce que c'est pour ça qu'il l'a laissé en anglais. Oui. C'est que en gros c'est un petit clin d'œil à quelque chose qui sera, c'est un peu du teasing. Pareil, c'est un autre mot anglais, mais en gros, je pense que ce qui veut dire, et Chernabog, tu commenteras si je dis n'importe quoi, mais c'est qu'en gros, ils sont servis de l'épisode 25 pour faire un petit clin d'œil en mode, ça va arriver, mais c'est quelque chose qu'ils vont utiliser que plus tard, quoi. Voilà. Oui. Très bien, et on enchaîne de suite avec le tome 3 et donc le prologue peut-être de ce tome. Tout à fait. Et pendant ce prologue, du coup, on nous parle des 4 piliers du monde numérique qui sont en train de finir d'être scellés, en fait. On nous explique que ces quatre Digimon en fait gardent les points cardinaux nord, sud, est, ouest du monde numérique et que au centre de ces 4 directions se trouve l'île Fichier.
Voilà. Mhm. Je trouve ça intéressant. C'est aussi une des raisons, je pense, pour lesquelles les enfants élus arrivent sur l'île Fichier, c'est que vraiment, cette petite île est située au centre du monde numérique. Et là, on arrive au moment où Piémon arrive à sceller Ching Longmon, et tout sourire, il annonce le début de la réintégration. Voilà, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais c'est comme ça qu'il l'indique. Donc là, il y a des signaux qui passent par le réseau de câbles noirs installés dans tout le monde numérique. Et ces signaux, ils vont jusqu'à l'île Fichier. Et ils traversent le continent serveur, les profondeurs des océans et tous les autres continents et terres qu'il y a dans le monde numérique. Et il y a plein d'engrenages, en fait. Comme on le voit dans la série avec l'île Fichier, quand Devimon la sépare en plein de morceaux, en fait, tout est fait avec des engrenages plus ou moins grands. On dit qu'il y en a qui vont de la taille d'un point jusqu'à celle d'un immeuble de 3 étages, quoi. Et ben, tous ces engrenages, ils reçoivent le même signal de se mettre en route. Et ils se mettent lentement à tourner. Et c'est là que la Terre commence à se fendre, à tomber en fragments qui commencent à bouger. Voilà. Ok, très intéressant. Et donc les 4 bêtes célestes hein, qui sont, on le découvre dans Tri, les 4 Digimon des enfants élus originaux. Je sais pas si on va en parler rapidement des enfants élus originaux dans le roman ou pas du tout. Alors c'est dit mais pas de manière très explicite. Parce que Ok. j'ai vu sur un site qui disait comme quoi dans le roman il disait qu'il n'y en avait que 4. Alors que dans la série, on dit qu'il y en a 5, mais c'est pas. Dans les romans, en fait, non, c'est pas aussi développé, mais on en parle quand même un petit peu, justement, au moment du lore, là, à la toute fin, donc on reviendra dessus. Ok. On passe au chapitre Au 7. chapitre 7, on est enfin au 2 août 99. Oui, c'est ça, on est au 2 août 99. On commence avec la première partie qui s'appelle Souvenir d'Ikarigaoka. Donc les enfants, en fait, se souviennent de l'incident d'Ikarigaoka d'il y a 4 ans, voilà. À ce moment-là, il est précisé que Takeru est pas avec eux, parce que du coup, il est chez sa mère, il avait été ramené par Yamato la veille. Et c'est Koshiro qui a trouvé un article en fait sur ce qui s'est passé à Ikarigaoka. Et il le montre sur son ordinateur, et c'est là que les enfants redécouvrent les événements. Et là, d'un coup, Mimi se dit que la première fois qu'elle avait vu Greymon dans le monde numérique, il lui avait semblé familier. Mais comme il se passait beaucoup de choses, elle pensait peut-être qu'elle était en train d'halluciner ou quoi, machin. Et là, d'un coup, Taichi se souvient des événements. On précise que le Agumon de l'époque était bien plus grand, c'est pour ça qu'Ikari, elle avait fait la réflexion en mode t'es plus petit cette fois-ci, Agumon, machin, voilà. Tout le monde se demande comment ils ont pu oublier ces événements-là, sauf que au final, ils se rendent compte que soit on les croyait pas et du coup, ils ont dû arrêter d'en parler, soit en fait, ils en parlaient avec leurs amis à la cour de récré, mais en fait, ils sont rapidement passés à autre chose, quoi. Et il y a que Ikari qui se souvient de ça de manière très vive, quoi. Et d'ailleurs, elle se souvient qu'il y avait plein d'enfants qui regardaient à la fenêtre ce soir-là, mais qu'il n'y avait aucun adulte. Voilà, et personne n'arrive à se souvenir de la fin du combat, comment ça s'est terminé. Et il y a une petite aparté où Yamato il se dit que même si les adultes l'avaient vu à l'époque, de toute façon ils y auraient peut-être même pas forcément cru, quoi, et que ça aurait été traité de la même façon aux infos. Et il y a Joe qui rajoute que de toute façon les enregistrements du combat d'hier soir à Shibuya étaient pleins d'interférences et que on voyait rien du tout sur les images, et que les informations aux infos ils ont juste parlé d'explosions d'origine inconnue. Voilà. Donc même s'il y avait beaucoup de monde qui regardait les événements, et notamment à Shibuya la veille, en fait aux informations c'est pas précis du tout, et personne ne parle de monstres, quoi. Ok. Voilà, donc les enfants se disent à ce moment-là qu'il faudrait peut-être cacher Ikari quelque part pour pas que Vandemon la trouve, sauf que Ikari elle veut sauver Taimon, voilà. Donc Joe à ce moment-là dit que les 8 enfants doivent être ensemble, et donc il faut aller chercher Takeru. Yamato, il est un peu embêté, Taichi aussi, parce que il trouve que leurs frères et sœurs sont tellement jeunes qu'ils sont un peu embêtés de se dire qu'il va falloir qu'ils se battent à leur côté, quoi. Mais sauf que il faut bien sauver le monde numérique, parce que Koshiro, il se dit le temps qui s'écoule très vite dans le monde numérique, il faut absolument que les 8 y retournent au plus vite. Sauf que Mimi, elle dit mais le problème c'est qu'on peut pas laisser Vandemon ici avec tous ses sbires et tout ça, il faudra bien gérer aussi la situation ici. À ce moment-là, il y a un petit garçon qui arrive et qui interpelle Taichi, et c'est Daisuke. Non. Taichi s'éloigne du groupe pour que Daisuke il voit pas les Digimon, et en fait quand il revient, il apprend... c'est énorme. Et oui, et quand il revient, il apprend aux autres en fait qu'il y a plein de Digimon qui errent dans tout Tokyo et que c'est aux informations. Voilà.
On passe à la petite étape, au petit chapitre suivant qui s'appelle Embuscade. Donc on nous explique que Pico Devimon a eu pour mission de rassembler tous les Digimon de Vendémon à Odaiba avant la nuit tombée. Parce que là, pendant qu'il fait jour, en fait, Vendémon il est caché, quoi. Oui. Et sauf qu'on nous explique que tous les Digimon, enfin il y a des Digimon qui étaient dans les égouts qui remontent, et ceux qui étaient dans le ciel, ils se posent parce qu'en fait, ils sont affamés. Donc ils commencent à devenir un peu incontrôlables et tout ça, quoi. À la station de télévision, le téléphone s'affole. Tout le monde appelle pour dire qu'ils ont vu des monstres et tout, machin. Et à ce moment-là, Yamato appelle son père en lui demandant « Est-ce que tu peux me dire où ont été signalés tous les monstres ?» Donc le père, il trouve ça bizarre de pourquoi son fils il veut savoir ça, mais bon, il accepte quand même de lui dire voilà. À ce moment-là, on a une scène à Ginza où en fait la mère de Sora est en plein cours d'arrangement floral. On précise que la maman de Sora fait partie d'une famille très traditionnelle et très connue. L'école, elle est pas très grande, mais elle a une très très bonne réputation. Et c'est pour ça qu'au moment du mariage, le père, il a pris le nom de famille de la mère, et pas l'inverse. Ah, c'est marrant. Voilà, il est précisé que... Ah, donc du coup, Takenouchi, c'est le nom de famille de sa mère. Genre, on s'était jamais posé la ça. question, mais ok. C'est ça, c'est le nom de famille de la maman. C'est pour ça que l'école s'appelle aussi l'école Takenouchi. Voilà. Il est précisé que certains élèves d'ailleurs de l'école viennent parfois à la maison. Qui viennent des fois même plus régulièrement que le père de Sora, qui est occupé à faire des recherches du coup pour ses études, et que vu comme ça de l'extérieur, on pourrait penser que la mère de Sora, elle traite mieux ses élèves et elle néglige un peu son mari. Et c'est un peu d'ailleurs le point de vue qu'a Sora. Et c'est pour ça qu'elle en veut un peu à sa mère et que ces derniers temps, elle agit de manière un peu rebelle, tout ça. Voilà. Et d'ailleurs, la mère de Sora, elle note que quand Sora est revenue hier soir, elle avait l'air plutôt gentille, plutôt agréable et tout ça. Et ça l'étonne, mais elle n'a pas eu le temps de lui demander ce qui s'est passé, quoi. Et il y a un élève qui dit « Ah, madame, regardez, par la fenêtre, il y a un cactus géant qui la ramène un peu à elle, quoi. » Et donc, la mère, elle se met à regarder par la fenêtre. Elle voit une grosse menthe religieuse. Alors, je pense que c'est Snaimon, mais c'est pas précisé. Mais un cactus, c'est pas Togemon ? Comment ? Le cactus géant, c'est Togemon, mais en fait, elle remarque une menthe religieuse géante. Donc, je pense que c'est Snaimon, mais c'est pas précisé, parce que du coup, comme c'est la mère qui regarde par la fenêtre, on sait pas ce qu'il en est, quoi. Et en regardant par la fenêtre, elle voit une énorme boule de feu, et elle remarque sa fille sur une sorte de phénix. Donc, elle se dit, voilà, que se passe-t-il ? Voilà, on précise que Koshiro et Yamato, eux, de leur côté, ils sont en train d'affronter Rarémon avec Kabuterimon et Garurumon. Parce que du coup, les enfants ont décidé de se séparer pour gérer les Digimon. Taichi, il est resté à Odaiba avec Hikari. Sora, elle est partie à Ginza avec Mimi en l'encourageant un petit peu à se battre parce qu'elle avait un peu perdu l'envie de se battre. Voilà, comme on avait vu. Elle a déjà perdu l'envie alors qu'on n'est même pas encore. C'est ce qu'elle disait dans le tome précédent. Tu sais, elle disait à Tanemon. Ouais. Voilà, ça serait cool, quoi. Voilà. Donc là, elle n'a pas totalement perdu l'envie, mais bon, elle a eu besoin d'être motivée un peu par Sora, quoi. Mais ça amorce un peu son arc. Exactement. Et donc Koshiro est allé avec Yamato à Shibaura. Il reste en contact grâce au PHS de Koshiro. C'est genre l'ancêtre des téléphones portables, quoi. Et le portable que Mimi a emprunté à ses parents. Du coup, je trouve ça rigolo. Évidemment. Ils sont un peu à la mode et tout. Voilà. Il y a que Joe et Gomamon qui sont pas là. Parce que ils peuvent pas atteindre le niveau parfait et ils peuvent pas se déplacer rapidement sur Terre. Donc on nous dit ils ont un autre rôle à jouer. Pour l'instant, ils vont aller chercher Takeru, hein. Mais spoil pas, pour l'instant on sait pas. Si t'as vu la série, tu sais, quoi. Exactement. En tout cas, du coup, là, on retrouve Takeru et sa mère pour s'excuser de ne pas avoir été là la veille. En fait, la mère, elle décide d'emmener Takeru dans un petit restaurant français. Il est précisé d'ailleurs que le père de Natsuko est français et qu'elle a vécu longtemps en France. Donc, elle travaille comme traductrice et auteur d'ouvrages non fictionnels. Donc, tout ce qui est... elle n'est pas journaliste ? Articles et tout. Pas que ça, en fait. Ah oui, elle est journaliste et traductrice. Elle peut faire les deux, tu me diras. Voilà, c'est ça. Après, on nous dit pas vraiment journaliste parce qu'elle dit auteur d'ouvrages factuels. C'est comme ça qu'on nous la présente. Oui, mais c'est du journalisme quand même. Elle fait des oui, exactement. Après... En tout cas, il est dit qu'elle enquête sur les incidents qu'il y a eu à Ikarigaoka il y a 4 ans à côté de son travail. C'est vraiment genre une sorte de hobby, on va dire. Elle enquête sur ça, quoi, voilà. Et elle précise c'est marrant qu'ils aient parlé de son père, du coup, avec ce qu'on voit dans Zero Two, le grand-père, la France et c'est tout pas ça. terminé. Parce que, justement, elle précise que la veille, elle a attendu pour rien, parce qu'elle avait un rendez-vous avec un certain Oikawa,
qui Mais c'est devait ce lui qu'on donner voit des dans la saison informations. 2. Oui, qui devait lui donner des informations sur les incidents d'Ikarigaoka, mais il est jamais venu. Ah, mais c'est énorme. Mais c'est énorme. Et oui, c'est des événements voilà, qui sont placés Parce à que ce là, moment-là. Oikawa, pour information, il n'est pas encore possédé par Vendémon. Il enquête, mais il ne le sera que le lendemain, quand Vendémon va mourir et qu'une partie de Vendémon va entrer en lui, en fait. Donc c'est ça qui est... Exactement. En tout cas, en sortant du restaurant, quand ils essayent de retourner à la ligne de monorail, la ligne est fermée, les routes sont complètement embouteillées, et donc bah, la mère, comme il n'y a pas les infos, ils n'avaient pas la radio, bah, ils se demandent un peu ce qui se passe. Takeru se demande si c'est pas l'œuvre d'un Digimon, et à ce moment-là, Gesomon attaque. Alors on précise qu'il attaque parce qu'il est agacé, vraiment, c'est juste parce que, bah, comme on disait, il est affamé et tout ça, donc en fait il se met voilà, à agresser les gens comme ça. Gesomon semble s'en prendre à Takeru et sa mère, et d'ailleurs Patamon pense que c'est parce qu'il a reconnu que Patamon c'était un Digimon, tu vois. Mm. Donc Gesomon l'attaque en fait juste pour se nourrir. À ce moment-là, Joe et Ikakumon arrivent et ils battent Gesomon facilement. Oui, bah, Joe comme se dans la présente série. à la mère de Takeru en mode ah bah, je suis Joe, je suis en 6ème, machin, je sais pas quoi. Et sauf qu'il y a Gomamon qui s'impatiente, il se met à parler et là Natsuko elle est en mode complètement choquée par la situation. Elle voit qu'il y a Gomamon qui parle, elle voit que finalement Patamon aussi, qui semblait être une peluche, finalement bouge. Voilà. On passe au petit sous-chapitre suivant qui s'appelle La barrière des ténèbres. Donc là, au début, on commence à suivre le père de Mimi qui est en train de rentrer à Odaiba. On précise qu'il a un studio à Shiba où il bosse en tant que mixeur freelance pour de la musique rock. Ok. Voilà. Et que à cause des Alors qu'on a le interférences... métier officiel de son père, là. Parce que du C'est coup, ça, on pouvait se douter, on savait que c'était en lien avec la musique, mais on n'avait pas l'intitulé de son métier. exactement. Et en fait, il précise qu'à cause des interférences liées aux Digimon, mais lui, il le sait pas que c'est les Digimon, il pouvait plus travailler, quoi. Donc, il remarque qu'il y a du brouillard quand il est sur le train qui le ramène à Odaiba, mais il arrive à rentrer jusque chez lui. Le père de Taichi, il est sur une autre ligne. D'ailleurs, derrière lui, il y a le père de Koshiro, mais ils se connaissent Mm. pas, donc du coup, voilà, ils se C'est parlent pas, marrant, quoi. ça. Ouais, j'aime bien ce côté, tu vois, le monde est petit. Oui. Et du coup, à ce moment-là, le père de Koshiro se dit que hier soir, quand il a trouvé la porte verrouillée de la porte de chambre de Koshiro verrouillée, il s'est dit que ce soir, il faudrait qu'il lui parle. Voilà. À ce moment-là, enfin en tout cas, les deux papas arrivent à rentrer chez eux et c'est à ce moment-là que le brouillard commence à s'intensifier un petit peu. Mhm. On a ensuite Sora et Mimi qui se posent sur le toit de leur appartement. Koshiro et Yamato qui se posent aussi. Ils vérifient, il n'y a pas de nouvelles particulières sur le PHS de Koshiro. Ils attendent en fait des nouvelles de Joe. On précise que plus les Digimon sont à un niveau élevé, plus les interférences sont grandes. Donc en fait là, ils ont attendu d'être posés et que Kabuterimon redevienne Tantomon pour qu'il y ait moins d'interférences et vérifier le PHS, mais il n'y a pas de nouvelles. Voilà, donc tout le monde décide de rentrer chez eux pour se dépêcher à manger et reprendre des forces. Voilà, Sora, elle précise qu'elle veut particulièrement se dépêcher pour pas croiser sa mère parce qu'elle est persuadée que si jamais sa mère tombe dessus, et étant donné les circonstances, elle la laisserait pas ressortir, tu vois. Mm. Alors que les autres, par exemple, Koshiro, Mimi et tout, on précise que eux, ils peuvent sortir par la fenêtre sans problème, mais Sora, elle habite beaucoup trop haut pour ça. Ouais. Du coup, quand ils se battent dans tout Tokyo, ils n'ont pas remarqué que Vendémon est en train de viser spécifiquement Odaiba. Voilà. Quand Sora rentre chez elle, pas de bol, sa mère est déjà là. Évidemment. Voilà, donc sa mère la confronte et puis finalement Sora décide de tout lui raconter, ce qui s'est passé. Donc elle lui parle de Piamon. Alors, pour l'instant, on dit juste ça, que Sora se décide de tout lui raconter, c'est tout, et que Piomon Ok. attend dehors, en fait, elle attendait dehors pour rentrer par la fenêtre. Hmm. Voilà, pour l'instant, c'est juste ça. On nous dit qu'au cœur d'un épais brouillard qui se lève, on entend un rire. Ha, ha, ha. Les lignes de monorail s'arrêtent, les voitures qui étaient en train de traverser le pont arc-en-ciel, qui relie Odaiba au reste du monde, s'arrêtent de fonctionner. Toutes les connexions, les moyens de communication sont coupés et le brouillard forme un énorme dôme. Il est tellement épais aux extrémités qu'il est presque solide et donc infranchissable.
Et Vandemon est en fait sur le toit du Telecom Center Building. C'est un autre bâtiment très connu à Tokyo, mais il n'est pas au-dessus de Fuji TV. Ok. Dans la série, il crée ce brouillard-là au-dessus de Fuji TV, mais là, pas du tout. Voilà. On passe au sous-chapitre suivant qui s'appelle Les prisonniers. Donc là, on nous explique au tout début que la famille de Taichi vit dans une copropriété de 4 logements qui est séparée d'une route il y a de l'autre côté de la route, il y a la copropriété où il y a les familles de Sora, Koshiro, et on dit que Yamato vit dans une autre unité plus loin, un peu plus proche de la station de Fuji TV. Voilà. Ok. Une Bah, petite copropriété, précision c'est les comme grands ça. immeubles, quoi. Les immeubles. C'est ça, exactement. Ouais. Alors après, je sais pas trop si c'est exactement comme dans la série, parce que là, ils disent une copropriété de 4 logements, alors que du coup, dans la série, ça a l'air d'être beaucoup plus des Ah non, appartements. bon, moi, je voyais ça plutôt comme 4 immeubles, en fait. Ah Pour moi, ouais, les c'est logements, peut-être ce ça, sont ouais. des immeubles. Moi, c'est les immeubles, en fait. Peut-être ça, ouais, T'es à t'as raison. Tokyo, donc c'est des immeubles, forcément. T'as raison. Ouais, c'est ça, c'est peut-être une copropriété avec 4 immeubles, et bah du coup, bon, en tout cas, on apprend que tous les héros habitent vraiment pas très loin les uns des autres, quoi, voilà. Ok. À ce moment-là, le père de Yamato rentre en urgence et il surprend son fils et Gabumon à table. Du coup, parce qu'en fait, il a vu le brouillard commencer à se former à la station de télévision et il voulait s'enfuir d'Odaiba. Voilà. C'est à ce moment-là que les Bakemon, guidés par Phantomon, commencent à attaquer et à kidnapper tout le monde. Donc il y a Garurumon qui leur tient tête. On explique que Agumon n'a pas pu évoluer en Greymon à l'intérieur du bâtiment, donc il a dû sortir pour évoluer en Greymon. Mais sauf que le temps qu'il fasse ça, les parents de Taichi et Ikari ont été kidnappés. Donc à ce moment-là, Yamato rejoint Ikari et Taichi, qui décident que malheureusement il faudra sauver leurs parents plus tard, mais qu'il faut absolument mettre Ikari en sécurité. On retourne dans l'appartement de Sora au moment où Piyomon fait la rencontre de la maman de Sora. Ils allaient pour se serrer la main, quoi. Voilà. Et là, à ce moment-là, les Bakemon rentrent dans l'appartement. Donc la mère de Sora, elle dit à Sora qu'il faut s'enfuir par la fenêtre et tout ça, pendant qu'elle essaye de retenir les Bakemon. Donc un peu exactement la même scène que ce qu'il y a dans la série, mais dans l'appartement. Sauf que c'est dans l'appartement et pas sur le toit, du coup. Voilà, donc Piyomon évolue en Birdramon et s'enfuit par la fenêtre avec Sora qui s'enfuit en disant « Promis maman, je reviendrai te sauver ». Et d'ailleurs, en s'enfuyant, elle a l'impression que sa mère a un petit sourire en la regardant partir. Voilà. Oh. On passe au petit sous-chapitre suivant qui s'appelle « Une rencontre inattendue à la baie de Tokyo ». On sait ce qui va se passer, du coup. Comment ? On se doute de ce qui va se passer. Ah, ça alors. Donc là, on est avec Joe, Takeru et Natsuko qui arrivent jusqu'aux navettes en bateau, mais sauf qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc voilà, on précise que pendant le trajet, ils ont expliqué à Natsuko tout ce qui se passait, et puis ils sont revenus un peu aussi sur les événements d'Ikari Gaoka, ce qui s'est vraiment passé, voilà. Gomamon évolue en Ikakumon, tout le monde monte sur Ikakumon, même Natsuko, donc ils y vont vraiment tous ensemble à Odaiba. Ils arrivent jusqu'à la barrière, et il y a quelque chose qui approche de l'intérieur de la barrière, c'est Megasidramon. Donc là, il n'est pas sur le pont arc-en-ciel, il arrive vraiment de l'autre côté de la barrière. On précise donc que l'attaque de Megasidramon envoie tout le monde valser. Joe est à moitié inconscient quand il se dit qu'il doit protéger Takeru et sa mère et les ramener à Odaiba. À ce moment-là, son Digivice se met à briller très très fort. On passe à une autre scène où on retrouve Wizardmon qui est au fond de l'eau, presque inconscient. On dit qu'il continue à s'accrocher à son sceptre et aux 2 emblèmes qu'il a dans la main. Il y en a un qui se met à briller et qui se met à le tirer, quoi, et à se déplacer très 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 vite. Jusqu'à ce que Wizardmon arrive au niveau d'Ikakumon et Megasidramon. À ce moment-là, Ikakumon évolue. Il frappe Megasidramon avec son marteau. On précise que ça brise carrément le masque qu'a Megasidramon sur sa tête. Faut quand même me dire en quoi ce moment fait de Joe en quoi tout ça relève de l'intégrité pour Joe. Mais d'accord. Parce que c'est au moment où en fait Joe, sa mission à lui, c'était de ramener Takeru jusqu'à Odaiba et donc de protéger Takeru et sa mère. Et quand il est en train de sombrer dans l'eau, c'est ça qu'il se dit, tu vois, c'est pas genre « Oh mon Dieu, je vais mourir », c'est sa pensée, c'est « Je dois protéger ouais, mais quel rapport mission. Oui, mais c'est l'intégrité, non, être intègre, c'est être honnête, c'est être droit dans ses bottes, oui, toujours mais c'est dire ce que tu fais et ainsi de suite.
Oui, mais c'est dans le Protéger, sens. oui, mais c'est très loin quand même de enfin, C'est- c'est quand même tarabiscoté. C'est Là, pas, il faut pas, pas la il notion faut pas, il première. faut pas te dire que protéger c'est son but principal. C'est que c'est justement c'est plus il est. Moi justement je le vois plus, je le comprends dans le sens où c'est intégrité dans le sens où c'était sa mission, c'était ce qu'il devait faire et que du coup pour lui il veut la mener jusqu'au bout. C'est un peu Mhm. exactement comme dans la saison 2 quand Yori tient absolument à se présenter à Joe même si au final il le fait qu'à la fin de l'épisode, tu vois. C'est juste que Oui, oui. c'est comme ça qu'ils sont et du coup tu vois ils sont justement enfin honnêtes avec eux-mêmes dans ce sens-là. Enfin tu vois ce que je veux dire. Pour moi D'accord. ça reste quand même de l'intégrité et Du c'est coup, on ça. a droit à Zudomon. Tout à fait, Et Zou. Zudomon qui frappe Mega Acid Ramon avec son marteau et du coup que ça brise carrément le masque de Mega Acid Ramon et Et que Zou. exactement et Zou, dis-toi que son attaque est tellement puissante que ça détruit son cerveau. Ça détruit le cerveau de Ah Mega oui. Acid Ramon quand il le frappe avec son marteau et son Hammer Spark, n'est-ce pas? Mhm. Donc après avoir vaincu Mega Acid Ramon, c'est pas la lumière qui dissipe le brouillard. En fait, on nous précise juste que Zudomon étant au niveau parfait, la pression exercée par la barrière de brouillard lui permet plus de l'empêcher de passer. C'est pour ça qu'il peut la traverser. Donc tout le monde repart sur Zudomon, donc la mère, Wizardmon, Takeru et Joe. Donc À ce Natsuko est moment-là, là. Et elle est pas restée bloquée de l'autre côté. non, Natsuko est monté sur Ikakumon. Mhm. Tout le monde est sur Ikakumon. Donc à ce moment-là, il y a Wizardmon qui a toujours les emblèmes dans la main, son sceptre aussi, mais plus son livre de sorcellerie. Ils insistent sur ce point. Donc il donne son emblème à Joe et il montre l'autre emblème qu'il a dans la main, qui est l'emblème de la lumière, en disant qu'il doit le ramener à Ikari et Tailmon. Le sous-chapitre suivant s'appelle S'échapper de Big Sight. Donc tous les habitants d'Odaiba se retrouvent à Big Sight, c'est le palais des congrès de Tokyo. D'accord. Voilà. Il est précisé qu'aucun humain n'a été blessé parce que les Digimon avaient pour ordre de ne faire de mal à personne et justement en fait de les conserver en bon état parce qu'ils vont servir de Oui, nourriture oui. avant Daemon. Voilà. Je trouve que c'est un truc qui est. Enfin, une Mais c'est petite pas par pression qui est gentillesse. sympa. Voilà, exactement. Où tu te dis, même tu sais, dans la série, où tu te dis, ouais, c'est bizarre et tout. Mais en fait, non, c'était prévu comme ça. Mhm. Vendémon avait demandé spécifiquement que les humains ne soient pas blessés pour avoir, je sais pas, je pense de la chair bien fraîche à manger. Voilà. On précise qu'il y a d'énormes Digimon comme Dark Tyrannomon par exemple qui sont sur place pour s'assurer que personne ne s'échappe. À l'intérieur du bâtiment, on retrouve Mimi qui est à l'intérieur avec ses parents. Elle s'est fait kidnapper aussi. On précise que peut-être que le fait qu'elle ait pas son chapeau a fait qu'elle n'a pas été reconnue. Voilà. D'accord. C'est un argument comme un autre. Ouais, exactement. Elle n'a pas été reconnue. Mais enfin bon, bref. En tout cas, Palmon ne s'est pas défendue aussi parce qu'elle pouvait pas évoluer en Togemon à l'intérieur de l'immeuble. On précise que Palmon est d'ailleurs déguisée. Elle a le déguisement qu'elle a en mode, tu sais, qu'elle a dans la série, dans la poussette. La Alors, elle est poussette un en peu- mode bébé, ouais. Voilà, elle est déguisée un peu comme ça, quoi. À ce moment-là, d'ailleurs, Mimi revoit Daisuke et sa sœur qui sont aussi kidnappés. Oh, c'est marrant. Elle les voit au loin parce qu'elle dit reconnaître le garçon qui avait interpellé Taichi plus tôt. Voilà. À Donc, ce du coup, moment-là... Comment ? Non, du coup, c'est June, la sœur de Teisuke qui est Merci là parce avec, que c'est pas précisé dans le roman et que j'avais complètement oublié. Non, parce que je cherchais son nom et j'ai dit oui, c'est June, du coup. Et Mimi qui n'a pas de frère et sœur, on précise. Et oui, et qui d'ailleurs se dit « Ah, ce serait peut-être cool d'avoir des frères et sœurs. » À ce moment-là, en les regardant, elle se dit ça. Donc c'est rigolo de se dire que dans la sabane, Oui. ils vont rajouter un frère qui n'existe pas. Enfin bref. À ce moment-là, du coup, Vendémon apparaît devant tout le monde et c'est lui qui les envoie dormir. Donc c'est pas Pico Devimon qui les endort, c'est vraiment Vendémon qui s'en occupe tout seul. Il précise qu'il a Tailmon dans les mains et qu'il arrive à lire en elle, comme dans un livre ouvert. Donc il sait que sa partenaire n'est pas là, mais qu'elle est toujours dans son dôme de brouillard. Voilà. Donc il lit pas dans ses pensées, hein, c'est vraiment en lisant sur le visage de Tailmon qu'il arrive à déterminer tout ça. À ce moment-là, c'est Pico Devimon qui arrive pour lui dire qu'ils ont trouvé la 8e élue. Mimi, qui ne s'était pas endormie grâce à son Digivice, mais qui a continué à faire semblant, entend tout ça. Elle fait semblant de dormir jusqu'à ce que Vendémon s'en aille. À ce moment-là, Palmon évolue en Togemon. Elle se débarrasse des Bakemon.
crée une sortie en tapant un des stores, voilà. On précise qu'à ce moment-là, Togemon, elle évolue en Lilymon pour pouvoir passer dans le trou qu'elle a fait. Il y a un petit passage où quand Lilymon, elle attaque les Bakémon, elle s'excuse. Genre, elle utilise son Flower Cannon, mais elle semble s'excuser après, comme si ça l'embête un peu de faire du mal aux Digimon. Mais du coup, ça revient avec les humains sont connectés aux Digimon et ce que Lilymon ressent, c'est surtout ce que Mimi ressent et Mimi qui ne veut pas se battre et pas tuer les Digimon. Exactement, je pense qu'il y a de ça. Et Ouais. quand ils arrivent enfin à se retrouver dehors, ce n'est pas un, mais bien 3 Dark Tyrannomon qui attaquent. Lilymon se trouve un peu en difficulté, mais c'est à ce moment-là que Metal Greymon arrive et du coup, il se débarrasse des Dark Tyrannomon avec un Giga Destroyer. On nous précise que le Giga Destroyer n'a affecté que les Dark Tyrannomon et pas le bâtiment à côté, comme si les missiles étaient capables d'ajuster leur force. Voilà. Enfin, elle avait pas besoin d'aide, elle pouvait se débrouiller toute seule. Hein. Ah, il y en avait 3 quand même. Hein. Oui, Bah, bon. en tout cas, voilà, je trouve ça sympa parce qu'on nous précise que ce sont des missiles organiques. Donc, comme s'ils avaient une sorte de... On ne sait pas s'ils ont un moyen de penser eux aussi, mais voilà, ils semblent capables d'ajuster leur force. Je trouve que c'est une précision qui est sympathique. En tout cas, Taichi lui dit qu'il a laissé Ikari avec Yamato. Que lui, il était venu faire du repérage parce qu'il était un peu inquiet pour ses parents et qu'il a vu Mimi en train de s'échapper. Donc Agumon a évolué juste à temps. Et Mimi, du coup, dit à Taichi que Vandemon est parti chercher Ikari. Voilà. Oh. Nous passons au sous-chapitre suivant qui s'appelle « Ne laisser qu'un sourire ». On retrouve Yamato, Gabumon, Hiroaki, Sora, Piyomon et Koshiro qui sont à Aqua City avec Ikari. Donc c'est un bâtiment en construction juste à côté de Fuji TV. Petit flashback qui explique que Koshiro a utilisé le programme de Genai sur son ordinateur sans que Genai lui dise. C'est vraiment Koshiro qui s'en est souvenu tout seul. Il a fait venir ses parents dans la pièce, expliquer qui était Tantomon, tout ça quoi. Et donc quand les Bakémon sont arrivés, la barrière a fonctionné. Ils n'ont pas vu les gens qui étaient dans la pièce. Et Koshiro a pu partir. C'est exactement la même scène quand il part. C'est exactement la même scène que dans la série. Voilà. On explique que Koshiro il a retrouvé les autres grâce à son Digivice et qu'à ce moment-là, Tantomon est parti faire du repérage. Quand Tantomon revient, il explique que le brouillard est trop épais pour être traversé, mais que juste tout en haut, il est plus fin, donc il pourrait peut-être s'en aller par là. Mais que s'ils essayent de s'enfuir sur le dos d'Atlur Kabuterimon, Vandemon risque de les repérer. Voilà, parce que... En gros, l'idée, je pense que là, c'est de mettre Ikari en sécurité, sauf que ils ont peur d'être trop repérables. À ce moment-là, Hiroaki se dit qu'il pourrait peut-être utiliser la connexion satellite de Fuji TV pour communiquer avec l'extérieur. Donc, il part avec Koshiro et Tantomon. Et c'est là que l'attaque de Bloody Stream de Vandemon frappe Piyomon et Gabumon de plein fouet sans que personne n'ait eu le temps de le voir venir. Voilà, Vandemon qui vient lui-même récupérer Ikari qui était resté à ce moment-là avec Yamato et Sora. On passe sur une scène où on est sur le dos de Zudomon. Joe arrive à trouver les autres grâce à son Digivice maintenant, vu qu'il a atteint le niveau parfait. Taichi, à ce moment-là, est toujours en possession du Digivice d'Ikari, donc c'est pour ça que Joe voit 3 points vers Fuji TV et 3 points vers Big Sight qui sont en train de revenir vers Fuji TV du coup. Voilà. Le bâtiment de la télévision commence à apparaître au milieu du brouillard et là Patamon reconnaît Vandemon de dos et celui-ci s'envole en haut de Fuji TV. Et quand Zudomon arrive à quai, ils ont tout juste le temps d'arriver au niveau de Aqua City. Il y a Snymon et Tuskmon qui sont en train d'attaquer Yamato et Sora parce que du coup Piyomon et Gabumon ne pouvaient pas évoluer à ce moment-là parce qu'ils venaient d'être terrassés par l'attaque de Vandemon. Donc Sora annonce qu'Ikari a été capturé par Vandemon. En fait, Ikari s'était rendu à Vandemon en lui demandant de ne pas attaquer Sora et Yamato. Mais juste après que Vandemon soit parti, Pico Devimon et c'est lui qui a fait venir Snymon et Tuskmon pour finir le travail. Voilà. Donc Vandemon et Tailmon sont à l'intérieur de l'observatoire de Fuji TV, exactement comme dans la scène qu'il y a dans la série. Sauf que petit détail qui change, c'est quand Tailmon fait genre qu'elle connaît pas Ikari, Pico Devimon la menace carrément avec une seringue de son attaque Pico Darts et pas juste en train de tirer les cheveux. Voilà. Donc c'est un peu plus dark quand même. Pile à ce moment-là, il y a Kabuterimon qui arrive
Donc Vandemon sort de l'observatoire et Pico Devimon va pour récupérer Ikari, sauf que Wergarurumon surgit à l'intérieur et récupère Ikari. Donc tout le monde se retrouve dehors. On précise que Garudamon emmène Zudomon jusqu'au toit du bâtiment. Voilà, donc tout le monde se bat contre Vandemon sur le toit, comme dans la série. Sauf que là, même l'attaque d'Angemon n'est pas efficace, contrairement à la série. On précise que Vandemon, en fait, à l'intérieur de sa barrière, est 10 fois plus puissant que en temps normal. Donc même les pouvoirs sacrés d'Angemon ne peuvent rien. Ok. Du coup, à ce moment-là, on a une petite phrase en plus de Vandemon qui dit que la première étape pour plonger ce monde et le monde numérique dans les ténèbres commence ici. Voilà. Donc là, Lilymon et Metal Greymon arrivent et se joignent au combat. Pendant la bataille, Taichi réussit à retrouver Ikari. Ikari récupère Tailmon. À ce moment-là, Taichi donne son Digivice à Ikari. Et on précise que c'est la première fois que Ikari peut serrer sa partenaire dans ses bras. Donc on suppose que la scène qui a eu lieu sur le balcon, tout se passe pas exactement comme dans la série. Il n'y a pas Agumon, du coup, vu qu'elle attaque pas Tailmon, elle se serre pas dans les bras toutes les deux. Là, c'est vraiment la première fois, quoi. À ce moment-là, Vandemon s'aperçoit qu'en fait, les Digimon l'ont distrait pendant que Ikari a retrouvé Tailmon et son Digivice. Donc, il décide de lancer son attaque déferlement nocturne sur elle. Wizardmon s'interpose, tombe à terre, donne l'emblème à Ikari. C'est exactement le même échange que dans la série. Oui, du coup, même scène. Hein. Voilà, Tailmon évolue en Angemon. Voilà. Précision, à ce moment-là, Vandemon dit que c'est l'évolution qui craignait le plus. Parce que là, les pouvoirs sacrés d'Angemon sont plus forts que ceux de sa barrière de ses ténèbres. C'est exactement le même dialogue. Il n'y a juste pas la partie où, dans la série, du coup, Vandemon dit que ce qu'il a fait là, c'était ce qu'il devait faire. C'était genre sa destinée, quoi, et qu'il l'avait juste suivi. Là, il y a juste pas cette histoire de destinée, quoi. Il dit juste que il voulait plonger ce monde et le monde numérique dans les ténèbres et devenir le maître, quoi. Mais c'est tout. À ce moment-là, Angemon utilise tout de suite son attaque flèche sacrée sans avoir besoin du pouvoir des autres pour la lancer, quoi. Voilà, sauf que comme dans la série, Fuji-TV s'effondre. Quand il se retrouve en bas, le brouillard ne s'est pas levé. On passe au sous-chapitre suivant qui s'appelle Niveau ultime. Mais que va-t-il se passer ? Donc, en bas de Fuji-TV, Takeru est super content de voir sa famille réunie. Sa famille, pas trop, comme dans la série. Sauf que la scène a lieu vraiment maintenant. On dit que Joe est parti chez lui pour chercher sa famille parce qu'il n'a pas été mis au courant des événements, donc il ne sait pas qu'en fait tout le monde a été kidnappé et emmené à Big Sight. Koshiro, lui, il est parti chercher ses parents aussi qui attendent toujours dans son immeuble. Et les autres, sans trop savoir quoi faire, ils décident de partir à Big Sight. La barrière de brouillard est toujours là. On note que contrairement à ce qu'a dit Tantomon un peu plus tôt, le point le plus haut n'est pas la seule sortie parce que Zudomon a pu traverser la barrière vu qu'il était au niveau parfait. Angemon est redevenu Tailmon alors que les autres ils redeviennent des bébés. Et point important, Ikari a gardé le sceptre de Wizardmon qui lui est resté dans les bras quand Wizardmon a disparu et voilà, est devenu des données, tout ça. Mais du coup, elle va faire quoi, devenir magicienne ? Non, mais elle a le sceptre de Wizardmon, c'est important. Ok, c'est important, mais à un moment elle va s'en débarrasser quand même. Elle le garde jusqu'à la fin de la série. Tu verras. En tout cas, à ce moment-là, Big Sight, on précise qu'il n'y a plus aucun garde, genre tous les Bakémon ont déserté, tout ça. Le frère de Joe est là-bas, il vérifie que le pouls de leur père... Donc Shin c'est ça, je crois que c'est Shin. C'est Shin. Donc là, il y a un petit flashback qui explique comment Joe l'a trouvé dans le placard, exactement comme dans la série, la même discussion. Voilà. On précise que du coup, il y a juste une toute petite précision en plus par rapport à la série, c'est que le frère de Joe lui dit que quand il deviendra docteur, il bossera sur une île qui n'a pas de docteur et pas dans l'hôpital de son père. Ça, c'est la petite précision en plus. Dans la série, il y a juste le fait qu'il va bosser sur une île où il n'y a pas de docteur, mais on ne sait pas que le père avait carrément comme souhait qu'il vienne bosser dans son hôpital à lui, quoi. Voilà. Dans la salle d'à côté, il y a Koshiro et ses parents qui ont la fameuse discussion. Qu'on connaît ça tous, se passe exactement la révélation. Comme dans la série.
Dehors, il est dit que personne n'avait remarqué que le masque de Vendémon ne s'était pas désintégré après le combat face à Vendémon, et que les chauves-souris se réunissent. Tous les Digimon qui restaient, y compris Phantomon, se font attaquer par les chauves-souris. Et même Phantomon, qui est à un niveau élevé, ne peut pas résister, on nous le dit. Ah oui, c'est quand les chauves-souris chopent les données pour aller. C'est ça, les chauves-souris Vendémon, grandissent. Ouais. Le masque aussi, il finit par faire 20 mètres et à s'élever encore plus haut que le bâtiment de Fuji TV. Et le seul à être resté là à côté, c'est Pico Devimon. La première personne à se rendre compte de tout ça, c'est le père de Yamato, parce qu'il était en train de fumer dehors à Big Sight. Et donc le temps qu'ils préviennent tout le monde se retrouve dehors. Et en fait, les chauves-souris de loin en fait commencent à carrément former tout un corps sous le masque. Puis le corps finit vraiment par prendre forme après un grand flash lumineux. Et il est dit que juste en se retournant, Venom Vendémon détruit Fuji TV juste avec le vent qu'il provoque avec ses ailes. D'ailleurs, il y a une petite phrase rigolote. Le père, quand il voit ça, il dit juste « Eh, mais c'est mon lieu de travail !» Pourquoi pas. Donc à ce moment-là, tout le monde se rend là-bas. Taichi, Yamato et Sora sur leur Digimon. Joe est avec Shin sur le scooter. Et le reste du groupe va dans la voiture de Hiroaki et de Masami, donc les pères de Yamato et Koshiro. Tous les Digimon, sauf Pukamon, évoluent en leur plus haut niveau, mais leurs attaques ne font rien. Voilà, on dit que Venom Vendémon, il parle de manière monotone et simpliste, comme s'il avait perdu de l'intelligence pour gagner en puissance. Donc là, tout se passe exactement comme dans la série. Donc quand ils arrivent vers Venom Vendémon, Pico Devimon a juste le temps de le présenter avant de se faire avaler. Il dit qu'il est au niveau ultime, donc ils sont en mode « Oh quoi, il y a un niveau ultime ?» Voilà. Les enfants à ce moment-là réalisent que Venom Vendémon est en train de se diriger vers Big Sight. Pukamon évolue en Ikakumon, mais c'est pareil, ses attaques n'arrivent rien à faire, quoi. Metal Greymon et Wergarurumon sont frappés par une attaque et redeviennent Agumon et Gabumon. À ce moment-là, Ikari sort de la voiture et elle semble parler au sceptre de Wizardmon en lui disant « Non, on ne peut pas faire ça !» Et quand Angeumon lui demande ce qui se passe, elle lui répond « Je peux encore entendre la voix de Wizardmon depuis son sceptre. » Il dit qu'il faudrait qu'on encercle tous Venom Vendémon et que si on se retrouve tous à l'encercler, on pourrait l'empêcher de bouger, mais que ça suffira pas pour le battre et que pour ça, il faudra attirer les pouvoirs sacrés sur leur frère. Donc c'est comme ça qu'ils ont la prophétie. Enfin, d'ailleurs, la prophétie, du coup. Et juste après ça, le sceptre de Wizardmon se désintègre. Donc Taichi et Yamato se regardent et se disent « ça vaut le coup d'essayer !» Donc Vendémon continue d'avancer pendant que les enfants se mettent à l'encercler. Donc comme dans la série, en fait, ils se retrouvent un peu par hasard éparpillés, mais là vraiment c'est eux qui décident de se... c'est pas plus mal que ce soit eux qui décident et que ce soit en mode... C'est volontaire, tu vois. Et à ce moment-là, du coup, la lumière des Digivice crée une sorte de pyramide lumineuse qui empêche Venom Vendémon de bouger. Donc ça fait pas vraiment des espèces de cordes qui l'attachent. C'est vraiment en fait toutes les lumières convergent et ça crée une immense pyramide. Yamato et Taichi, du coup, à ce moment-là, crient à Ikari et à Takeru d'envoyer les pouvoirs sacrés sur eux. Au final, Ikari et Takeru acceptent. Leur Digimon lance le point d'Angemon et la flèche d'Angeumon. Il y a juste une toute petite précision où il disait, le roman dit peut-être que le fait qu'ils soient frères et sœurs a une signification. Voilà. Okay. On nous explique que c'est une explication en plus pourquoi eux atteignent le niveau ultime et pas les autres. En tout cas, quand ils évoluent, les enfants après ils sont surpris par la taille de Wargreymon et Metal Garurumon. Ils se demandent même si c'est le niveau ultime parce que Wargreymon il est bien plus petit que Metal Greymon au final. Sauf qu'on dit que leur pouvoir il est immense et ils arrivent finalement assez facilement à battre Vendémon. Ils lancent des premières attaques. Au début, les enfants ils se disent c'est bizarre, ça l'a pas abattu et tout, mais en fait c'était juste pour l'immobiliser. Comme ça, les enfants peuvent bouger à nouveau et la pyramide s'enlève. En fait, la pyramide qui contenait Venom Vendémon s'enlève. Mais les premières attaques ont suffi à immobiliser Vendémon. Et là, Metal Garurumon et Wargreymon lancent leurs attaques ultimes et arrivent
abattre Vendémon une bonne fois pour toutes. Vendémon disparaît, le brouillard se lève, mais le monde numérique apparaît dans le ciel, et là, les enfants le reconnaissent instantanément. Il n'y a pas genre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que quoi. Ils reconnaissent tout de suite que c'est le monde numérique. On passe au sous-chapitre suivant qui s'appelle... Il y a beaucoup de sous-chapitres dans ce chapitre. C'est vrai, c'est le 9e là, donc, qui s'appelle Repartir dans le monde numérique. Donc là, on précise que le monde numérique, en fait, il a commencé à apparaître dans le ciel juste au moment où Takeru et Joe sont rentrés dans la barrière de brouillard. Oui. Et que c'est arrivé autour du monde en même temps. Donc là, on nous parle de l'avion américain qui s'est cristallisé en approchant, comme dans la série. Mais on nous précise aussi qu'il y a une montagne au Tibet qui s'est entièrement cristallisée parce que son sommet touchait le monde numérique. Voilà, un petit passage où on nous précise que dans le vol 117 de Londres à Narita, il y a un certain Chikara Ida. Il s'était rendu à Londres pour ramener la dépouille de son fils décédé là-bas. Oui. Et en fait, l'avion se met à piquer du nez. Heureusement, Garudamon et Atlur Kabuterimon les sauvent. Et là, on nous précise que Iori, le petit-fils de Chikara, les aperçoit pendant le sauvetage. Mais du coup, on a eu un petit Desuke, un petit Yori, on aurait une petite Miyako ou non, comme c'était dans Bokura qu'on l'a. Il n'y a pas de Miyako, mais effectivement, à ce moment-là, on nous précise que Yori a vu, c'est là qu'il a vu les Digimon. Oui. Mais c'est marrant, c'est qu'il a vraiment raccroché ses wagons avec ce qu'on apprend dans les dramas et tout, donc c'est cool. Oui. En tout cas, Piyomon et Tantomon rejoignent les autres. À ce moment-là, le frère de Joe vient prévenir tout le monde que tout le monde à Big Sight s'est réveillé. Voilà. Tout se passe exactement comme dans la série, mais à la différence près que je dirais que les enfants, ils semblent plus motivés. La motivation pour rentrer, c'est vraiment... ils ont l'impression que les catastrophes commencent aussi à arriver dans ce monde-là, et c'est vraiment pour ça qu'ils repartent. Tu vois, dans l'animé, ils repartent parce que le monde numérique est apparu et que des choses bizarres commencent à se passer. Mais là, vraiment, ils appuient vraiment le côté où je crois que c'est Sora qui dit si on veut pas que le monde entier finisse cristallisé, il faut absolument qu'on y aille, quoi. Voilà. Donc ils repartent exactement comme de la même manière que dans l'animé, beaucoup d'émotions. Avec leur Digivice, en disant au revoir à leurs parents, dans ce truc, cette espèce de truc arc-en-ciel là qui les ramène. On passe enfin au chapitre 8 qui s'appelle Les Maîtres de l'Ombre. C'est le dernier chapitre ou pas ? Comment ? C'est le dernier chapitre ? C'est l'avant-dernier chapitre. Ah. Mais alors là, préparez-vous parce que les différences sont nombreuses. Ça fait déjà 45 minutes, hein. Ok, écoute, de toute façon, on sera sur 1h30, c'est pas grave. Sous-chapitre numéro 1, la montagne spirale. On a un nouveau, comme au tout début du premier roman, un extrait de l'Apocalypse Digimon, chapitre 15, verset 5, qui nous dit « La terre se fissurera, les eaux se sépareront et tout sera englouti dans les cieux. Cela sera suivi de la division des villes, des forêts, de l'océan et des ténèbres pour construire la haute montagne spirale dans le ciel. » Voilà, donc. Mais attends, ça veut dire qu'il y a un livre, genre une Bible Digimon avec l'Apocalypse et tout, qui existe. Oui. Et on peut trouver ça où ? Dans la tête de Kakudo. Je ne sais pas. En tout cas, ce livre-là n'a pas été rendu public, je pense. En plus, c'est vraiment une invention du roman, donc je sais pas. Peut-être qu'un jour Kakudo la donnera. En tout cas, on a un peu plus de précision sur ce que c'est un peu plus tard, du coup. Okay. Donc là, on est du point de vue de Léomon, qui est sur l'île Fichier. Donc il dit qu'il voit les différents éléments de l'île se séparer. Lui, il se raccroche à un morceau de terre qui s'est décroché. Et là, vraiment, on nous décrit la scène comme un moment d'horreur. Hein. Donc il y a des Digimon autour de lui qui crient, qui se font déchirer, qui se retrouvent, qui se font tuer, tout ça. Et on a dit qu'il y a des trous qui commencent à se former. Dans le monde numérique. Après, on s'en doute un peu parce que du coup, dans la série, on voit avec Sukamon la manière dont Sukamon meurt et tout, c'est que là, c'est encore plus violent, quoi. Voilà. Et on dit qu'en tout cas, à travers les trous qui se sont formés, on voit juste une nuit sans étoiles. C'est genre un ciel de nuit sans étoiles. Donc une fois que tout a été reformé, Léomon se retrouve dans le domaine de Piémon, donc le domaine des ténèbres. Il est précisé qu'il y a quand même beaucoup de Digimon qui ont survécu. D'ailleurs, Léomon, il tombe sur un groupe de Digimon, sauf que quand il s'en approche, il y a une sorte de gaz noir qui les enveloppe.
leurs yeux deviennent rouges et ils se mettent à s'entretuer. Le dernier va même jusqu'à se tuer lui-même en rigolant au moment où il se tue, quoi. Donc, scène très graphique. J'imagine. Voilà, à ce moment-là, Léomon, on suit en fait, on continue de suivre Léomon. On précise que les frontières entre les différents domaines sont très claires. Genre, on voit vraiment la différence entre les ténèbres. Voilà. Là, Léomon arrive dans le domaine des villes dirigé par Mugen Dramon. On précise qu'il y a des Tankmon qui surveillent tout partout et qui font des rondes de 15 minutes. Donc Léomon se cache et il avance doucement comme ça jusqu'à un moment où il finit par descendre dans les égouts, où là, ce sont des Agurumon qui patrouillent. Finalement, Léomon arrive à retrouver Andromon. Ok. Andromon, vu que lui, il était dans la Factorine, qui est, c'était une ville totalement, Donc, c'était il se une ville retrouve dans les totalement villes, ouais. mécanisée. C'est pour ça qu'il se retrouve dans le domaine de Mugen Dramon. Et que du coup, lui, on précise que là, par contre, il a formé un réseau de résistance, mais qu'il n'est pas tout seul. Voilà. Il mène son combat avec des camarades dans un mouvement de résistance souterrain. Voilà. Concrètement, en fait, ils utilisent les câbles souterrains pour infiltrer le réseau et manipuler secrètement en fait le réseau, rester en contact avec leurs camarades et puis pirater les informations secrètes de l'ennemi pour savoir ce qu'il en est. Voilà. D'ailleurs, selon Andromon, à ce moment-là, il explique à Léomon que le programme que Nanomon a créé a été l'élément déclencheur de cette catastrophe. Donc c'est Nanomon qui a créé le programme qui a permis au monde de devenir en fait la montagne spirale. Ok. Voilà, en tout cas, et que quand Nanomon travaillait en tant qu'esclave sous les ordres d'Etemon, c'est lui qui a reçu l'ordre des maîtres des ténèbres de créer ce programme-là, de diviser en fait les informations pour créer les villes, les forêts, machin, tout ça, voilà, de créer des zones distinctes, et que Etemon, avant de mourir, en tout cas, et avant cette histoire avec Nanomon, a eu le temps d'envoyer ce programme aux maîtres des ténèbres. Voilà. Quand Léomon demande comment les maîtres des ténèbres ont eu assez de pouvoir pour faire tout ça, Andromon, en fait, il explique que c'est pas qu'ils ont reçu des pouvoirs et qu'ils sont devenus plus puissants, c'est juste qu'ils ont scellé les forces qui auraient pu les en empêcher. Voilà. Donc c'est pour ça, je me demandais comment ils expliquaient que... Parce que dans la série, on nous explique que c'est Apocalypse qui a donné de la force avec les distorsions aux maîtres de l'ombre. Là, on nous dit qu'en fait, non, les maîtres de l'ombre ne sont pas devenus plus puissants, c'est juste que voilà, ils ont scellé les 4 bêtes sacrées. Ok. Mais Andromon parle quand même d'un autre problème survenu au moment où Etemon a été vaincu et que Genai et Santarumon sont en train d'enquêter. C'est tout ce qu'on nous dit pour l'instant. Donc après être resté très longtemps dans les souterrains, Léomon remonte à la surface et c'est là qu'il aperçoit le monde réel dans le ciel et il voit un rayon arc-en-ciel et il est persuadé que c'est les enfants élus qui sont en train de revenir. Oui. À ce moment-là, on retrouve Ogremon qui se fait attaquer par des Woodmon parce que lui, du coup, on dit qu'il est arrivé dans le domaine de Pinocchimon après avoir erré à la recherche de Léomon. Donc là, dans cette version-là, les Woodmon l'encerclent vraiment complètement et sont en train de drainer son énergie. Heureusement, à ce moment-là... Dans la série, les Woodmon s'attaquent à lui aussi. Oui, mais là, il s'en sort pas, quoi. C'est vraiment les Woodmon sont en train de complètement... voilà, exactement. Saber-Léomon, à ce moment-là, arrive et le sauve. Quand il redevient Léomon, Ogremon lui demande comment il a pu évoluer. Léomon, il lui répond que d'après Andromon, il pense que c'est dû au fait d'avoir été exposé au Digivice. Léomon demande si Ogremon a vu tomber une comète arc-en-ciel. Celui-ci lui répond qu'il est tombé dans le domaine des océans. Léomon recouvre Ogremon de feuilles pour le camoufler, pour être sûr qu'il ait le temps de récupérer, tu vois. Et il s'en va. Et d'ailleurs, à ce moment-là, Ogremon lui dit « T'as pas intérêt à mourir avant qu'on puisse s'affronter à nouveau ». On passe au sous-chapitre suivant qui s'appelle La mer impitoyable. Donc on nous dit que les enfants, quand ils sont retournés dans le monde numérique, ils ont atterri dans l'eau en fait, complètement. Donc ils ont juste pu nager tant bien que mal jusqu'à l'île la plus proche. Donc tout le monde discute du fait que le monde numérique a l'air très étrange. Sora, elle dit qu'elle pense avoir vu comme si tout avait été enroulé sur une grande montagne, tout ça. Donc là, ils commencent à discuter, à se dire on va utiliser Zudomon pour quitter l'île, mais Waemon arrive à ce moment-là.
À l'intérieur donc tout le monde va à l'intérieur de Waymon. Ah, donc Waymon ils leur n'ont pas explique- encore rencontré Piémon, Non, Mugen, ils ne rencontrent pas les maîtres de l'ombre dans cette et il n'y a version. même pas Scorpiomon, il n'y a même pas l'histoire de la cabine de la plage et tout. Non, 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 rien de Ok. tout ça. Je trouve ça au final pas mal parce que au final cet épisode qui servait quand même à introduire les maîtres de l'ombre, bah il est un peu, enfin il est un peu nul dans le sens où Bah, il y a tu la te moitié, dis, c'est des évolutions, et la moitié, c'est on se fait terrasser. Donc oui. ouais, et puis tu te dis c'est bizarre qu'ils en aient pas profité pour les tuer tout de suite quoi, au lieu de se C'est vrai. présenter vraiment. Enfin voilà, bon. Du coup je trouve que ça c'est pas mal. Cette version-là est pas mal. Donc Waymon leur explique en fait ce qui s'est passé, les maîtres de l'ombre. Donc Tailmon qui a bossé pour eux est capable de donner des informations. Ok, oui, c'est logique. Voilà, donc elle précise en fait donc elle dit c'est Mugen Dramon, Pinocchimon, Metal Seedramon et Piemon. C'est tous des Digimon au niveau ultime qui en fait complotent pour régner sur le monde numérique. Vendémon, Etemon et Devimon n'étaient que des sous-fifres. Voilà, il dit en termes de puissance, ils sont capables de rivaliser avec les 4 bêtes sacrées, au moment où Tailmon, les dernières informations qu'elle a eues, c'est qu'ils ont réussi normalement à sceller les 4 bêtes sacrées. Quand Takeru demande ce que sont les 4 bêtes sacrées, Tailmon, elle dit que c'est Qinglongmon, Baoyumon, Wangzamon et Jingingamon, je sais pas comment les prononcer. Sauf qu'à ce moment-là, Tailmon, en fait, elle précise que elle a pas beaucoup d'informations parce qu'elle était du côté des méchants, en fait, quand elle a appris leur existence. Mais qu'elle sait que ce sont des Digimon qui protègent le temps et l'espace du monde numérique. Voilà. Joe demande si ce sont des alliés ou pas, et Tailmon n'est pas capable de répondre à ça. C'est à ce moment-là que Metal Seedramon les attaque. Donc, pendant que Waymon s'enfuit, on nous explique que Metal Seedramon a vu la comète s'écraser dans son domaine, donc il a mobilisé les Anguillomon pour aller voir, sauf qu'au moment où ils sont arrivés sur l'île où les enfants sont tombés, ils étaient déjà partis, et c'est Anomalocarimon qui les a repérés grâce à son radar, ses yeux radar. Voilà, donc il y a quand même eux, mais voilà, ils vont pas attaquer les enfants directement, parce que justement Waymon est déjà trop profondément dans l'océan, donc c'est Metal Seedramon qui décide d'aller les attaquer directement. On précise que Metal Seedramon est un vrai sadique, donc il prend vraiment plaisir à faire souffrir ses adversaires. Donc c'est pour ça qu'une fois qu'il a attaqué Waymon, au lieu de réutiliser son attaque tout de suite pour l'éliminer, il se sert de sa queue pour attaquer Waymon en visant bien l'endroit où il a touché Waymon, tu vois. À ce moment-là, Taichi demande à Waymon de remonter à la surface, mais sauf que Waymon il se dit que le combat serait impossible au milieu de l'océan, donc il utilise ses dernières forces pour sauter hors de l'eau et atterrir juste à la lisière du domaine de la forêt. À ce moment-là, Léomon est là et s'en aperçoit, donc il rejoint les enfants. Les enfants ont juste le temps de sortir de Waymon, que celui-ci commence à se désintégrer. Metal Seedramon sort de l'eau à son tour. Là, Léomon, il évolue en Saber Léomon pour l'affronter. Donc là, on nous dit que Metal Garurumon, Wargreymon et Zudomon s'élancent avec Saber Léomon pour essayer de vaincre Metal Seedramon. Sauf que... Alors, Saber Léomon s'en prend à un œil de Metal Seedramon. Avant de pouvoir attaquer le second œil, il est jeté à la surface de l'eau. Metal Seedramon essaye d'attaquer les enfants des élus, mais... il a du mal à viser. Au moment où il va pour faire sa deuxième attaque, Saber Léomon se jette sur son nez. Et en fait, l'attaque de Metal Seedramon est renvoyée à l'intérieur de lui-même. Et Saber Léomon est propulsé au loin. On nous dit que la tête de Metal Seedramon est complètement explosée, mais il continue quand même d'attaquer. Il s'entoure autour de Metal Garurumon. À ce moment-là, Metal Greymon utilise son Dramon Killer pour le vaincre. Wargreymon, tu voulais dire. J'ai dit quoi ? T'as dit métal, mais c'est War. Non, c'est donc Wargreymon, utilise son Dramon Killer pour le vaincre. On passe au sous-chapitre 3 qui s'appelle Conflit entre amis. Donc là, les océans sont en train de disparaître parce que Metal Seedramon a été vaincu. Léomon meurt à ce moment-là, en fait, devant les enfants en leur disant qu'il faut pas être triste parce qu'il va renaître dans... Mais il n'y a même pas revu Ogremon. Eh oui, il va renaître dans le monde originel. Ok. À ce moment-là, on nous dit que les données de... Il me semble que c'est là, je ne sais pas si j'ai noté, mais les données, en tout cas de Metal Seedramon, ne s'en vont pas vers le sommet de la montagne spirale, mais semblent s'en aller ailleurs. Mimi, elle, veut faire une tombe. Ailleurs, c'est chez Opocalimon.
Ha ha ha. Ouais. À ce moment-là, Mimi veut faire une tombe pour Léomon et Waymon, et Ikari, elle rajoute Wizardmon. Voilà, donc, Et Piccolomon, il est pas mort, lui? Bah non, il est pas là encore, Ah oui. Piccolomon. Donc là, tout le monde aide à faire ça. Taichi propose de partir, mais Mimi, elle veut pas à ce moment-là, elle dit qu'elle veut pas y aller, qu'elle veut pas continuer les combats. Et là, c'est Yamato qui perd ses nerfs et qui lui dit qu'il faut y aller et qu'il faut continuer à se battre, et que si Mimi refuse de continuer, bah, elle aura le sang de Waymon et Léomon sur les mains. Ok. Alors que là, Taichi, lui, il est plus réservé. Il pense que les maîtres de l'ombre sont trop puissants pour aller les affronter tête baissée comme ça. Et Yamato, il est énervé par ça. Il se dit que, il pense que, en fait, enfin, il se dit, il se dit qu'en fait, il avait Mais du coup, accepté. c'est Yamato qui pète un câble sur Mimi et c'est pas Taichi. C'est ça. Parce qu'en Bah, fait, à ça ce n'a rien à moment-là, voir avec la série, du coup. ah oui, il a complètement rien à voir. Effectivement. Et à ce moment-là, en fait, Yamato se dit que bah, il avait accepté Taichi en tant que leader dans le château de Vendémon, mais il se demande si la mort de Waymon et Léomon l'ont pas rendu faible là, et si Taichi est pas en train de douter, tu vois. Mais après, ça Et, va mieux avec l'arc de Yamato, de être en mode s'en je suis prendre à son entièrement ami d'accord. et tout. Enfin, c'est quand même plus logique que dans l'animé, il soutenait son ami en étant d'accord avec elle, alors que Ouais. là, donc c'est plutôt logique finalement. Et je suis totalement en accord avec tous les changements qui sont faits dans cette partie. Et là, du coup, carrément, là, Yamato, il se met à dire à Mimi, bah, si tu veux pas te battre, t'as qu'à partir. Donc, bah, Mimi, elle s'en va. Ok. Donc, Taichi se met Taicho, c'est qui Taicho? Taichi se met à se disputer avec Yamato. Yamato, il va jusqu'à dire que Taichi est un leader raté. À ce moment-là, Koshiro prend la défense de Taichi. Et il lui dit et en gros, il dit à Yamato qu'il est trop dans les émotions, lui, pour être un bon leader. Et à ce moment-là, en fait, Yamato, bah, il dit, ouais, à l'intérieur de lui, il se dit qu'il a raison. Et il repense au moment du divorce de ses parents, au fait que, ben, en fait, lui, de toute cette tristesse et tout ça, et du coup, il décide de partir. Il dit à Takeru de le suivre, sauf que Takeru lui dit, mais non, mais on doit être tous les 8 ensemble, voilà. Et Taichi demande à Yamato de pas mettre Takeru dans cette position-là, parce que de lui demander de choisir entre le groupe et Yamato, parce que c'est pas cool, quoi. Et là, à ce moment-là, Yamato, il se dit, ouais, mais en fait, Taichi, il comprend mieux mon frère, alors que c'est censé être mon frère, quoi. Donc, à ce moment-là, Yamato se dit qu'en fait, il a pas changé, contrairement à tous les autres, et qu'il cause du tort à Takeru, et finalement, il s'en va en courant avec Gabumon qui le suit. À ce moment-là, Sora revient. En fait, elle était partie avec Joe pour essayer de persuader Mimi de rester, sauf que ils n'ont pas réussi. Joe a décidé de partir avec elle. À ce moment-là, Taichi explique à Sora la dispute avec Yamato, et puis Mais du coup, parce que Sora et Joe veulent retenir Mimi, pourquoi Sora propose pas de rester? C'est con, hein, mais. Parce que je sais pas du tout, je sais pas, c'est parce je pense Ok. qu'elle veut rester avec les autres, mais en tout cas, voilà, Joe, à ce moment-là, décide de partir avec elle. Taichi explique à Sora la dispute qu'il y a eu avec Yamato, et puis Sora dit aux autres qu'elle comprend Yamato, et qu'en gros, quand elle avait eu la même chose à Template, du coup, elle était restée toute seule avec Piyomon, et elle se dit, elle est persuadée que Yamato finira par revenir, mais que pour l'instant, il faut le laisser C'est seul. marrant que Sora comprenne aussi bien Yamato. Oui. Hashtag on va finir en couple parce qu'en fait on est très semblables et on n'est Oui. pas si différents que ça. On passe au sous-chapitre numéro 4 qui s'appelle La forêt de la haine. On est dans une scène où, dans son manoir au cœur de la forêt, Pinocchimon s'amuse à cache-cache avec des Digimon. Donc il tue un Mushmon qu'il a trouvé en lui tirant dessus avec son Magnum 44. Voilà. Jureimon, décrit comme un loyal serviteur de Pinocchimon, vient lui dire que les enfants ont vaincu Metal Sidramon et qu'ils sont arrivés dans son territoire. Donc là, à ce moment-là, Pinocchimon il est en mode « Ah, il faut que j'aille leur dire bonjour !» Donc il prend son marteau barillet et il s'en va. Voilà, parce que d'ailleurs, il va pour prendre d'autres armes, notamment un lance-flamme, sauf que c'est Jureimon qui lui dit « Prends pas le lance-flamme parce que tu risques de cramer toute la forêt avec nous dedans !» Voilà, donc c'est pour ça qu'il prend son marteau barillet. Il y a d'ailleurs une petite phrase où Jureimon dit que s'occuper de son jeune maître est fatigant. Voilà. Ah. On retrouve Mimi et Joe qui retrouvent Ogremon. Donc là, tout se passe comme dans la série, sauf que à ce moment-là, Mimi lui dit que Léomon est mort, mais que bon, il faut pas être triste parce qu'il va renaître dans le village originel, sauf que Ogremon répond que le village originel est dévasté.
À ce moment-là, ils entendent une explosion au loin. C'est le marteau-barillet de Pinocchimon qui a frappé le bouclier de Wargreymon. Et ils disent que l'attaque était tellement forte que ça a fait redevenir... que du coup Wargreymon a régressé en Coromon. Heureusement, grâce au nuage de fumée créé par l'impact, tous les enfants ont pu se cacher. Donc tous les enfants sont séparés. Et d'ailleurs, du coup, Taichi est caché derrière un arbre et il voit sur son Digivice, il voit les points de tout le monde du coup sur son écran. On nous dit là qu'à ce moment-là qu'en fait que Pinocchimon en fait les a attaqués par surprise et que c'est pour ça que Taichi a fait évoluer Agumon tout seul et a dit aux autres de pas le faire. Sauf que là, il a un flashback de Skullgreymon et il se dit j'ai rien appris quoi. Il faut vraiment que je retrouve les autres et que je me mette plus à compter sur eux quoi. Donc Pinocchimon, lui, il prend ça pour un jeu, donc il se met à compter jusqu'à 100, et puis il dit maintenant je viens vous chercher, donc il cherche, voilà. On apprend que Takeru et Ikari sont tous les deux, que Takeru il voit que Ikari elle a très très peur, donc il prend un rôle un peu protecteur avec elle. À ce moment-là, Patamon il se dit que Takeru est devenu très fort, et que même si pour l'instant c'est le seul à pas avoir évolué parce qu'il n'a pas trouvé son emblème, il est certain qu'il finira par le C'est trouver. vrai ça, elle est où son emblème? Eh oui, eh oui. On nous précise que Tailmon tient Coromon dans ses bras, donc c'est elle qui l'a récupéré, et donc loin de Taichi, il peut pas évoluer. Au bout d'un moment, Pinocchimon en a marre, donc il se calme, il y a un grand silence, et puis Pinocchimon finit par dire que si les enfants veulent pas sortir de leur cachette, il va commencer à les exécuter. Donc là, Taichi, il commence à avoir des sueurs froides, il regarde son Digivice, il voit 2 points bouger, donc il se dit c'est sûrement Sora et Koshiro, parce que Sora et Koshiro, ils sont au courant de cette fonction de leur Digivice, donc ils essayent de se rapprocher. Mais les 2 autres points immobiles, c'est sûrement Ikari et Taichi, et là, il commence à prendre peur que Pinocchimon les ait trouvés. Oui. Et donc Pinocchimon commence à tuer une première personne. Donc là... juste au moment où Taichi va pour sortir de sa cachette en criant, il voit qu'en fait Pinocchimon n'est pas avec eux et qu'il n'y a pas Sora et Koshiro non plus, donc il a juste le temps de se recacher, mais il voit en fait que Pinocchimon est en train de tuer ses propres alliés. D'ailleurs, on précise qu'il est en train là de choper un Floramon pour la tuer. En fait, il s'est mis en tête de tuer tout plein de Digimon jusqu'à ce que les élus se montrent quoi. Et non loin de là, sur une colline, il y a Yamato qui voit cette scène et il se met à ressentir une haine de plus en plus puissante. Ça lui rappelle Pumpmon et Gotsumon, le fait que Vendémon les ait tués aussi sans scrupule, quoi. Et là, en fait, il sent de plus en plus l'envie de tuer Pinocchimon. À ce moment-là, il y a Gabumon qui évolue en Metal Garurumon qui se jette carrément sur Pinocchimon, qui entend dans sa tête « tue-le », comme si ça venait de Yamato. Donc il utilise son attaque, il tue Pinocchimon. À ce moment-là, on dit que Yamato est presque déçu que ça a été aussi facile. On précise qu'en fait, si ça a été aussi rapide, c'est parce que les ténèbres l'ont rendu plus fort. Mais à ce moment-là, Yamato ne réalisait pas qu'il avait perdu quelque chose de très important. Metal Garurumon a juste le temps de retourner vers Yamato, et à ce moment-là, il y a du gaz noir qui vient du domaine de Piemon qui les engloutit, et qui les entoure et qui les engloutit. Pas de gaz noir, mais c'est l'océan des ténèbres. Non, c'est un gaz noir. C'est le gaz noir qui avait rendu fou les Digimon un peu plus tôt. Tu sais, Léomon, il avait trouvé des Digimon dans le domaine de Piemon. Et voilà, c'est un gaz noir qui est censé rendre les Digimon complètement fous et les faire s'entretuer. Okay. Voilà. On passe au dernier chapitre qui s'appelle Le dernier ennemi. Petit sous-chapitre qui s'appelle Le pare-feu. Donc là, c'est la scène qu'on trouve dans le 52 où Genai rejoint Santarumon devant le pare-feu. Sauf que, petite différence, Santarumon a dans la main le livre Apocalypse Digimon. Et là, on nous dit qu'en fait, c'est une retranscription des écrits qui étaient dans les anciennes ruines de la région d'Ino. Et au final, je trouve ça logique, tu sais, que l'ancienne région d'Ino soit sur l'île Fichier, parce qu'on nous dit que l'île Fichier est au centre du monde numérique. Donc, au final, je dis que c'est finalement tout se tient, quoi. Voilà, donc on nous dit que Genai précise en fait que le pare-feu est visible que maintenant parce que la montagne spirale a été formée, parce que les quatre créatures sacrées l'avaient caché dans les profondeurs du monde numérique.
Voilà, donc on nous dit qu'ils sont dans un espace loin de la montagne spirale, entouré de vide. Il y a juste que ce cercle noir recouvert de flammes. Voilà, Genai dit qu'il y a une bestiole qui a traversé et Santarumon le corrige en lui disant qu'en réalité, ce qui a traversé, c'est une idée sans forme physique. Voilà, Genai demande si cette entité est maléfique. Santarumon répond que pour ce monde, en tout cas, elle l'est, parce que le monde numérique n'existerait pas en tant que tel, enfin tel qu'on le connaît, si cette idée n'avait pas été rejetée. Et c'est quoi l'idée? Eh ben, on le saura plus tard. Ah, Le petit 2 qui s'appelle l'effondrement des villes. On retrouve en fait le groupe de Taichi qui est arrivé dans le territoire des villes. Ils se sont fait repérer très vite par les Tankmon. Donc à ce moment-là, Taichi il a juste dit à Garudamon d'évoluer, les autres ne devaient pas le faire. D'ailleurs, il y a une petite scène où Koshiro crie un peu sur Taichi en lui demandant pourquoi tu laisses pas Tantomon évoluer. Et d'ailleurs, Koshiro, il est un peu embarrassé, mais sauf que Taichi, le fait que Koshiro lui parle de manière assez directe, ça fait plaisir à Taichi. Et puis Koshiro fait la remarque que depuis sa discussion avec ses parents, ça l'a permis un peu de grandir, d'évoluer, et puis de parler de manière un peu plus naturelle avec ses amis, quoi. Donc Taichi et les autres se retrouvent face à Mugen Dramon, qui est décrit comme n'ayant aucune émotion contrairement à Pinokimon. Il est prêt à utiliser son attaque canon éternel pour décimer la ville et ses sbires à l'intérieur si ça signifie éliminer les enfants élus. Heureusement, Taichi et les autres arrivent à esquiver l'attaque et ils passent par une bouche d'égout pour aller dans les souterrains. Là-bas, ils retrouvent Andromon et ses alliés. elle est pas malade, Ikari, au fait? Non, Ikari n'est pas malade. Ok. Du coup, à ce moment-là, Koshiro se connecte au réseau avec son ordinateur. Sur l'écran, il voit une ombre d'un mystérieux polygone qui se déplace calmement. Koshiro demande si c'est un virus. Andromon lui répond que c'est pas un virus, pas des données, pas un programme, mais que c'est quelque chose qui semble s'être formé après la création du trou noir par Nanomon. D'ailleurs, il pourrait peut-être même être à l'origine du trou noir, on sait pas exactement ce que c'est, mais que... C'est Apocalypse. Oui, voilà, mais en tout cas, eux, ils savent pas ce que c'est. Et en tout cas, que Genai a appelé ça, dit qu'en fait, ça, ce qu'on voit à l'écran, c'est la forme numérique d'une idée. Voilà. Ok. Quand le monde numérique s'est créé, il y avait deux idées qui se sont affrontées pour savoir ce que serait ce monde, et que l'idée qui a gagné a façonné ce monde, et que l'autre a été scellée derrière le pare-feu. L'idée qui a gagné, c'est Homéostasis. Alors, les deux idées qui se sont affrontées, en fait, on nous l'explique plus tard, mais c'est carrément l'idée avec un grand I de l'évolution, et l'autre idée, c'est l'idée de stagnation. Les deux se sont affrontés, l'évolution a gagné, et le côté stagnation a été scellé derrière le pare-feu. À ce moment-là, Mugen Dramon les attaque. Donc Taichi demande à Takeru et Ikari de l'affronter avec Angeumon et Angemon, parce que c'est les deux qui sont en forme. On nous dit que comme la source d'énergie des villes se trouve dans les souterrains, Mugen Dramon n'utilise pas ses canons pour attaquer, mais que même en combat à main nue, il devrait être plus puissant que les autres, d'après ses calculs. Et d'ailleurs, Angemon et Angeumon ne peuvent rien. Koromon tente d'évoluer, mais ça marche pas. Donc Taichi demande de battre en retraite, sauf que Mugen Dramon il commence à s'avancer pour utiliser sa Booster Claw sur Andromon, Angemon et Angeumon, mais il est arrêté par des milliers de Numémon. Donc c'est Andromon qui explique qu'ils étaient exploités par Mugen Dramon pour faire marcher les villes au-dessus. À ce moment-là, Sora se demande pourquoi ils font ça alors qu'ils n'ont aucune chance. Et à côté d'elle, Ikari semble entendre les voix des Numémon qui lui disent que les enfants élus sont leur dernier espoir et qu'ils ne peuvent pas les laisser mourir. À ce moment-là, Ikari se met à prier et c'est là que son corps se met à briller. Et la lumière atteint Koromon qui évolue et qui s'occupe de Mugen Dramon. On se retrouve dans le ciel comme à la fin de l'épisode 49. On voit... On voit que du coup les données des Numémon sont en train de s'envoler vers le haut de la montagne, alors que celles de Mugen Dramon semblent partir vers le bas, voilà, comme Metal Seed Dramon. Sora se demande ce qu'ils vont faire maintenant. Voilà, elle se demande si Mimi et Yamato ont trouvé leur réponse et espère que s'il y a un prochain sacrifice pour affronter le dernier maître de l'ombre, ce sera pas eux. Voilà. Taichi, à ce moment-là, il suggère qu'il faudrait aller chercher les autres.
Takeru dit qu'il veut aller chercher Yamato. Du coup, Taichi propose de faire 2 équipes. Sora, Takeru et Andromon partent à la recherche de Yamato. Taichi, Koshiro et Ikari partent à la recherche de Mimi et Joe. Sora est d'accord. Taichi et Koshiro se sont disputés avec Yamato avant qu'ils partent. Donc, d'après elle, c'est mieux que ce soit son frère et elle qui aillent le chercher. Et d'ailleurs, il y a une petite scénette en plus où, avant de partir, Koshiro va voir Sora pour lui demander de s'excuser auprès de Yamato. Tu vois, tu lui dis, dis-lui que je m'excuse d'avoir dit tout ça et tout, machin. Voilà. Ok, Petit c'est 3, mignon. nous passons au combat de Mimi. On retrouve Mimi et tout son groupe au village originel. On nous précise qu'il y a plein de Digimon qui ont rejoint le groupe. Donc il y a bien Meramon, Yukidarumon et tout ça, mais les Otamamon et Gekomon, mais il y en a même encore plus à ce moment-là. Et Mimi ils les ont se rencontrés fait- comment? Comment ? Ils les ont trouvés comment? On nous précise pas, on dit juste qu'ils les ont trouvés sur le chemin en fait en allant au village originel. Voilà. En tout cas, Mimi à ce moment-là ne comprend pas pourquoi les maîtres de l'ombre voudraient diriger un monde sans futur où il n'y a que destruction et mort. Voilà. À ce moment-là, Joe ne répond pas, mais il se dit, à ce moment-là, il se rend compte, il se dit qu'il n'y aura aucun moyen de discuter avec les maîtres de l'ombre pour leur faire entendre raison et qu'il faudra bien les affronter. Il se demande juste comment il va essayer de faire passer ce message à Mimi. Mais en fait, finalement, il y a Elekmon qui les rejoint. Et au fil de la discussion, en fait, à un moment, Elekmon leur dit mais pourquoi vous vous êtes séparés en fait qu'est-ce que vous cherchez à accomplir en faisant ça? Joe, il sait pas quoi répondre. Et à ce moment-là, Mimi, elle dit en fait, je fuyais les combats parce que je pensais qu'il y aurait un autre moyen de sauver le monde numérique, mais je me rends compte maintenant qu'il y en a pas. Et elle dit à Joe c'est le moment d'aller retrouver les autres. Et au final, Joe, c'est lui qui dit avant d'aller retrouver tout le monde, il propose de rassembler encore plus d'alliés. Parce qu'il se dit que finalement, c'est là il repense aux paroles de son frère qui lui disait de trouver sa propre voie. Et il se dit que qu'effectivement il n'y a pas qu'une seule voie possible et qu'on peut toujours choisir sa propre voie. Et que pour eux, réunir des alliés, c'est certainement ça leur voie. Mimi accepte et finalement ils repartent tous ensemble. On passe au sous-chapitre 4 qui s'appelle Au cœur des ténèbres. Donc là, on est avec le groupe de Sora. Andromon fait part de ce que Léomon lui a raconté sur le gaz noir. Donc il explique ce qui se passe, tout ça. Donc Takeru, il est hyper inquiet pour son frère parce qu'il dit mais si mon frère il est dans ce gaz-là, est-ce que ça va faire pareil quoi? Andromon en fait leur a dit qu'il pense que le gaz a la capacité de prendre contrôle des ténèbres à l'intérieur des individus et de les rendre fous jusqu'à les tuer, mais que comme Andromon est une machine, lui il devrait pouvoir se déplacer et pas être affecté par ça. Donc Andromon il va seul pour sauver Yamato. En attendant, Sora, elle remonte le moral de Takeru en lui disant que de toute façon, il y a Gabumon avec lui et que à Temp Lake, c'est grâce à Piomon qu'elle avait pas perdu le cap et qu'elle avait pas sombré, tu vois. À ce moment-là, elle lève la tête vers le ciel et elle pense à sa mère en lui disant je suis sûr que tu penses à moi et que tu as foi en moi et que voilà. Ah, à ce moment-là, dans les ténèbres, dans la grotte, on dit que Yamato et Gabumon, ils savent pas depuis combien de temps ils sont là, que la seule lumière qu'ils ont pour se guider, c'est le Digivice. Voilà. Yamato, il sait intérieurement que ce sont ces idées noires qui ont attiré les ténèbres. Ensuite, tout se passe exactement comme dans la série. Donc, Yamato est triste, c'est Gabumon qui lui fait entendre raison, tout ça, machin. Et finalement, quand Yamato revient à lui, on nous dit que le gaz s'est désintéressé de Yamato et est parti à la recherche d'une autre proie. Et au loin, Gabumon, il remarque Andromon qui s'approche d'eux. Donc Gabumon et Yamato le suivent. Et en s'approchant, il voit Takeru et Sora au loin. Et il y a un petit passage où, à ce moment-là, Yamato il précise qu'il a l'impression de voir sa mère à la place de Sora. Voilà. Il fait un transfert là. C'est juste qu'en fait, il y a beaucoup de brouillard et en fait, à ce moment-là, il pense à ses parents et notamment sa mère, qu'au final, qu'il voit pas beaucoup. Donc voilà, donc il pense voir sa mère à côté de Takeru. On passe au petit 5 qui s'appelle Le véritable ennemi. Donc là, le groupe de Taichi qui était à la recherche de Mimi se fait attaquer par les sbires de Piemon. Taichi veut battre en retraite, donc ils sont en train de s'enfuir. Sauf que Piemon, il envoie ses subordonnés, Lady Devimon, Marine Devimon et Skull Satamon à leur recherche. Ok.
Et le groupe tombe sur Lady Devimon. S'ensuit le combat de femmes qu'on a vu. Donc, Tantomon évolue en Atlur Caballerimon pour aider Lady Devimon. Parce qu'on nous dit que Lady Devimon et Angewomon sont censés avoir exactement la même puissance. Sauf que dans le domaine des ténèbres, Lady Devimon est légèrement plus puissante. Mais au fil du fameux combat de femmes, Angewomon, finalement, elle en vient à bout toute seule. Piémon, à ce moment-là, il fait son apparition. D'ailleurs, il applaudit le combat en mode « Oh, c'était vachement cool !» Voilà. Piémon propose à Angewomon un petit combat, sauf que finalement Wargreymon l'affronte et à ce moment-là il est sur le point de perdre parce que le Piémon est super puissant. D'ailleurs, son attaque de Estogdatu plante des épées dans les jambes de Wargreymon. Il fait apparaître des tronçonneuses qui s'apprêtent à couper les jambes de Wargreymon, n'est-ce pas? Et c'est à ce moment-là que le groupe de Sora revient, donc avec Metal Garurumon qui attaque Piémon pendant que Wargreymon enlève les épées qui étaient plantées dans ses jambes. On nous précise qu'il y a Garudamon, Angewomon, Andromon qui s'attaquent à Marine Devimon et à Skull Satamon. Du coup, attends, Sora, elle a pas été dans les ténèbres, elle? Non, il n'y a pas eu ce petit passage-là. Mimi et Joe, pareil, arrivent à ce moment-là. Là, Piémon, quand il voit tous les Digimon arriver, il commence quand même un peu à paniquer, donc il fait appel aux Evilmon. On passe sur une autre scène où Piccolomon est allé chercher Santarumon et Genai en leur disant que la bataille finale a commencé. Et là, du coup, en partant vers le sommet de la montagne spirale, Genai se dit le vrai désastre les attend. Nous devons informer les enfants. Arriverons-nous à temps? Tadam. Donc là, tous les Digimon maléfiques sont vaincus. Il reste que Piémon. Et l'attaque de Metal Garurumon et Wargreymon suffit à vaincre Piémon qui se désintègre. Du coup, il n'y a pas la scène des marionnettes dans le cirque et compagnie. Non. Exactement. Takeru n'a toujours pas évolué en Polyangémon. Ok. Toujours pas. Et là, du coup, Piémon n'est pas envoyé dans la porte des cieux de Polyangémon. Il est vraiment désintégré. Il rejoint les données. Ouais. Voilà. Le domaine des ténèbres disparaît, mais on dit que le monde numérique ne reprend pas sa forme initiale. À la place, les enfants flottent en fait dans le ciel vide. Et là, Mimi fait remarquer qu'il y a une forme qui flotte pas loin avec des énormes griffes. Et là, Koshiro, il reconnaît la forme qu'il a vue avec Andromon sur son ordinateur. Et on dit que les données de Piémon volent jusqu'à cet objet qui vole là, et que quand ces données sont absorbées, il y a une forme humaine qui finit par sortir de cet objet-là. Ensuite, on passe au petit 5, ceux qui défient l'évolution. Donc, on a un autre extrait de l'Apocalypse Digimon, chapitre 23, verset 8, qui dit « Il vient de l'autre côté du pare-feu, portant le nom d'Apocalypse, il emmène avec lui bon nombre de calamités, il est l'ennemi de toute évolution. » Voilà. Donc Taichi, il interpelle Apocalypse, sauf que Apocalypse, il répond juste avec un son très grave qui envoie une onde de choc qui atteint les enfants. Cette onde de choc, elle est décrite genre comme si c'était un mucus nauséabond qui s'était déposé sur leur peau. À ce moment-là, Piccolomon, Santarumon et Genai arrivent. Genai, qui est à l'intérieur du corps de Mekanorimon, du coup, arrive. Genai a tout juste le temps d'expliquer que le livre Apocalypse Digimon parle du fait que cette entité-là s'appelle Apocalypse. Il ne sait pas si c'est un Digimon. Yamato se demande si Apocalypse est le cerveau derrière les maîtres de l'ombre. Et Genai répond que peut-être que oui, peut-être que non. Pour être franc, il ne sait pas. Mais que ce qui est sûr, c'est que c'est lui, que c'est un ennemi et qu'il faut l'éliminer. À ce moment-là, Apocalypse se met à crier, mais un cri qui ressemble genre à un crissement d'ongles sur un tableau, tu vois. Et là, les emblèmes qui sont dans les mains de tous les enfants élus se brisent. Et tous les Digimon retournent au niveau enfant, sauf Angemon, du coup, qui lui n'avait pas évolué grâce aux emblèmes. À ce moment-là, Genai ne comprend pas ce qui se passe, et comme il se met à avoir un peu peur, la bille noire qu'il a dans son dos, que Piémon lui a mis, commence à lui faire mal. Et là, il précise que justement, en fait, pour pas que cette spore s'active, il est obligé il faut pas qu'il ressente des émotions négatives et qu'il s'est entraîné à la méditation pour ça, notamment dans sa maison à Temple Lake. À ce moment-là, Piccolomon, quand il voit que Genai, il bouge pas et tout ça, il décide de passer à l'action. Il dit je vais montrer aux enfants qu'il faut jamais abandonner ses rêves. Sauf que son attaque ne fait rien. Apocalypse se met d'ailleurs à parler
alors qu'il est en train de brûler vif Piccolomon avec l'extrémité de ses griffes. Piccolomon se désagrège. D'accord. Voilà. Bon, au moins il meurt, hein, comme dans la série. Voilà, on nous précise qu'Apocalypse s'exprime en disant nous. Voilà, donc Andromon demande si ça veut dire qu'il y en a plusieurs comme lui. Et là, Apocalypse dit qu'en fait, ils sont l'accumulation des regrets des Digimon qui sont morts pendant le processus de l'évolution, comme dans la série. À ce moment-là, Mimi prend pitié d'Apocalypse en fait et lui demande s'il n'y a pas moyen de gérer ça autrement. Et elle lui dit s'ils veulent coexister avec eux dans le monde numérique, elle pense que c'est faisable. Donc à ce moment-là, Apocalypse demande « Vous voulez vraiment nous aider ?» Et Mimi pense que son discours est en train de l'atteindre et se dit « Oui, dites-nous ce dont vous avez besoin et on le fera. » Et sauf que Apocalypse lui dit qu'il faut venir vivre à l'intérieur de lui. Et donc Mimi dit que non, c'est pas possible et qu'il doit y avoir une autre solution. Sauf que là, Apocalypse va pour l'attaquer avec sa griffe. Heureusement, Palmon empêche ça de justesse et Mimi est sauve. Et c'est là que Homéostasis prend possession d'Ikari pour parler. C'est vrai qu'on n'a pas eu ce passage où Homéostasis prend possession d'Ikari pour raconter toute l'histoire exacte. Et oui, parce que de toute façon, Genai avait déjà dit aux enfants que c'était Homéostasis qui les avait choisis en fait, donc ils n'ont pas fait ce passage-là. Mais du coup, Homéostasis prend possession d'Ikari pour parler. Sora demande s'il est le dieu du monde numérique. Homéostasis répond qu'il est juste le système de sécurité. Alors, d'après Homéostasis, Apocalypse ne fait que gagner du temps. En gros, il laisse les Digimon qu'il a absorbés exprimer leur rancœur afin d'éviter que quiconque ne vienne perturber ses préparatifs pour réinitialiser le monde numérique. Et qu'en gros, il ne faut pas perdre de temps à l'écouter et à essayer de marchander avec lui. Parce que Apocalypse n'est qu'une idée qui rejette l'évolution. En d'autres termes, c'est l'essence même de l'idée de ne pas évoluer. Voilà. Et que s'il est vrai que certains habitants du monde numérique ont disparu au cœur de l'évolution, ils se sont quand même reconstruits de manière différente au village originel. Et que en fait, la seule chose qui n'a pas été reconfigurée, c'est le sentiment de regret. Et que c'est ça qui a donné naissance en fait à la forme physique de Apocalypse. Voilà. Homéostasis leur dit « Vous devez vous dépêcher parce que Apocalypse est en train d'emmagasiner de l'énergie pour créer un Big Bang dans le monde numérique. Sauf que comme le monde numérique et le monde réel sont en train un peu là de fusionner, ça risque d'affecter leur monde aussi. Donc il faut sceller Apocalypse immédiatement. Sauf que les enfants, ils se disent comment on va faire ? Parce qu'en fait, on peut pas évoluer, on n'a plus nos emblèmes. Et Homéostasis leur répond « Mais est-ce que vous avez essayé au moins ?» Et là, Takeru, qui est le moins défaitiste, parce que il avait pas encore trouvé d'emblème, se demande si c'est possible. Joe répond que si c'était possible d'évoluer sans les emblèmes, ils auraient pu le faire dès le départ. Sauf que Homéostasis répond que non, parce que les emblèmes sont juste des amplificateurs des qualités qui sont en eux, et que les emblèmes sont en fait dans leur cœur. À ce moment-là, Takeru dit que il va essayer, parce que c'est impossible que ça se termine comme ça, et qu'il y a des choses beaucoup, beaucoup trop importantes qu'il veut protéger. Là, on se retrouve à une petite scène sur Terre où la mère de Takeru regarde le ciel et la montagne spirale qui était dans le ciel a disparu. Et il y a un grand rayon de lumière et elle dit « Oh, qu'est-ce que c'est ?» Et là, le père de Takeru et Yamato répond « Je ne sais pas, mais pour moi, ça me semble être une lueur d'espoir. » Angemon surévolue en Holy Angemon. Donc on n'aura jamais eu son emblème, lui. Enfin, physiquement. Exactement. On sait pas où il est. Non. Il n'y a pas d'emblème de l'espoir, du coup, dans cette version. Koshiro se retourne vers Ikari pour avoir des précisions, sauf qu'à ce moment-là, Homéostasis a déjà quitté son corps. Donc tout le monde se met à évoluer. On nous dit que les emblèmes des uns influencent les emblèmes des autres et que c'est ça, être humain, qu'on n'est jamais en fait un être isolé. Voilà. C'est un peu comme dans le discours dans la série. Hein. C'est ça. C'est la force des uns des autres, fait leur pas quand ils sont... Tout à fait. Ok. Sous-chapitre 6, la dernière bataille. Donc là, tout se passe comme dans la série. Sauf qu'il y a les Digimon rassemblés par Joe et Mimi qui sont là. Il y a même Genai qui sont là pour aider les enfants. Ça a l'air trop beau à voir en version animée. Ah ouais. Et on dirait une bataille à la Avengers. Mais bon, peut-être qu'un jour on aura ça.
Donc Apocalypse est vaincu, mais sauf qu'en fait on nous explique que comme son existence à la base c'était juste une idée, il n'a pas besoin de forme physique pour initialiser le monde numérique et donc il lance son attaque signature, là, Big Bang mortel. Et leur futur leur appartient. C'est ça, exactement. Parce qu'on nous dit, après le Big Bang, en fait, Apocalypse avait l'intention de régner sur le nouveau monde qui serait issu de ça, comme un nouveau dieu, quoi. Il voulait en fait devenir le dieu d'un monde mort, un monde qui avait pleinement abandonné l'évolution, la croissance, le mouvement, toutes sortes de processus transitoires en échange du silence et de la stagnation. Et donc à ce moment-là, en fait, on nous précise qu'Apocalypse n'utilise plus nous, mais bien le je, au moment où il lance son attaque signature, où il dit « Mon heure est venue ». Sauf que comme dans la série, les enfants disent exactement la même chose, « Notre futur nous attend ». Et donc tous les Digivice créent un truc qui scelle Apocalypse. Voilà, donc tout est bien qui finit bien dans le monde réel. Le monde numérique commence à disparaître, le soleil se lève, tout le monde est content. Nous entamons presque le dernier, mais là c'est le moment où il y a beaucoup de lore. On est déjà à 1h30, mais je vais essayer d'aller vite. Mais c'est là partie pour partie maintenant, vas-y. De toute façon, c'est là malheureusement sont là. C'est là qu'il fallait rester. Oui, c'est là que c'est le plus intéressant. Donc voilà, le petit sous-chapitre s'appelle « Un nouveau monde ». On a un autre extrait de l'Apocalypse Digimon, chapitre 28, verset 12. On nous dit « La première à reprendre vie fut l'île des commencements. Cette île a modélisé toutes sortes de caractéristiques géographiques qui ont été reproduites pour créer un nouveau ciel, une nouvelle mer, une nouvelle terre. » Donc un peu ce qui est dit par Santarumon dans la série. Donc la reconstruction commence avec l'île Fichier. Elle est une sorte de copie miniature en fait, de l'entièreté du monde numérique. Alors, allons-y. On nous explique qu'au commencement du monde, lorsque le monde numérique était encore en chaos, l'idée de l'évolution a été choisie. Du coup, c'est autour de ce processus qu'a été créé tout le monde numérique lui-même. Et que le monde a créé homéostasis pour s'assurer en fait que le monde reste en équilibre malgré les constantes évolutions. Et que n'ayant pas de forme physique, c'est pour ça qu'il a créé des agents autonomes que sont Genai. Voilà, on nous dit que la lumière et les ténèbres sont deux faces d'une même pièce, que lorsque la lumière et les ténèbres sont en équilibre et que le monde est équilibré, tout va bien, quoi. Sauf que si chaque fois que les pouvoirs des ténèbres augmentaient de manière dramatique, homéostasis devait trouver un moyen d'équilibrer ça. Et on nous dit que dans le monde des humains, il y a 4 ans, il y a un Digitama qui a traversé une porte jusqu'à Ikarigaoka. C'était un accident inattendu ou peut-être un accident lié au destin. En tout cas, cet œuf a éclos, est devenu un Koromon et a évolué très vite grâce à Ikari. On nous précise vraiment que c'est Ikari qui est à l'origine de ça. Et que du coup, homéostasis, en voyant que Ikari a été capable d'accélérer le processus de l'évolution, se dit qu'il y a peut-être quelque chose à creuser là-dessus. On précise que c'est homéostasis qui a envoyé par Hotmon à Ikarigaoka pour récupérer Greymon. À ce moment-là, ils ont analysé les données de cette curieuse jeune fille qui était Ikari, ainsi que celles de son frère et de tous les humains qui ont assisté au combat face à Greymon et par Hotmon. Du coup, homéostasis, ça fait en sorte que tous les agents travaillent sur les données pour essayer pour créer justement pour créer tout ce qu'on connaît, voilà. C'est parce que c'est comme ça pour voir les forces des enfants, du coup. C'est exactement ça. En fait, il dit que le résultat fut la découverte que chaque enfant en fait possédait des caractéristiques, des qualités, des traits en tout cas qui leur sont propre. On nous parle de courage, amitié, amour, connaissance, sincérité, intégrité et gentillesse, quand même. Ah, on parle de Ken. Voilà. Et il dit, il n'était pas question de savoir si les enfants possédaient ces qualités, mais plutôt de savoir s'ils avaient un potentiel à les développer. Voilà. En tout cas, ils disent par contre le trait d'Ikari était différent de tous les autres. Il dit il était comme la présence de la puissance de la vie elle-même. Donc il avait la même signification que évolution en fait pour le monde numérique, voire peut-être la même signification que la vérité ou encore la beauté. Donc ils ont appelé ça ce trait la lumière en fait, c'est un terme générique
pour appeler ça en fait ce qui correspond à la source de la vie en fait. Et pour l'espoir du coup l'espoir, il n'y a pas de détails là-dessus. En tout cas, il est précisé que 4 ans dans le monde des humains équivalait à plusieurs milliers d'années dans le monde numérique. Voilà, et que du coup, à ce moment-là, les traits des Digimon ont continué à évoluer pendant ce temps, et que certains Digimon qui ont des liens spéciaux avec des enfants du monde réel ont commencé à apparaître, et que ces Digimon-là pouvaient avoir une évolution rapide grâce aux qualités spéciales des cœurs des enfants humains, et qu'ils pouvaient exterminer le pouvoir des ténèbres qui proliféraient dans le monde numérique, et donc que les Digimon et les enfants avec lesquels il y avait des liens, que les Digimon étaient appelés du coup partenaires, ceux qui avaient un lien avec les humains, et que pour faciliter... On parle de Maki, Daigo et tout. Voilà, pour faciliter... Enfin, en tout cas, on ne nous précise pas que c'est eux, mais on nous dit que ce processus a été utilisé plusieurs fois par homéostasis pour restaurer la balance du monde numérique, en tout cas. Et que c'est pour faciliter la communication du cœur humain avec leur Digimon que homéostasis a créé les Digivice, et qu'il a aussi conçu les emblèmes. Et mais du coup, certains enfants n'avaient pas de Digivice, du coup. Au tout début, apparemment, c'est ça, et que c'est au fur et à mesure, en fait, qu'homéostasis a créé ces objets-là pour faciliter ça, en fait. Parce que, sachant que c'est Kakudo, donc c'est officiel tout ce qui est dit là, on peut théoriser sur le futur de ce que sera Digimon sans les Digivice suite à The Beginning. Enfin voilà. Exactement. Mais ouais. Moi, je trouve ça trop génial, en tout cas. Oui, c'est génial, oui. Il est précisé que le design de chacun des emblèmes des enfants est en fait la réplique exacte du design que prendrait la forme de leur cœur s'il était superposé à un oscillogramme spécial. Voilà. Oh, c'est marrant. Donc il dit si les Digivice étaient des dispositifs qui permettaient de relier humains et Digimon, les emblèmes étaient vraiment là juste en tant qu'amplificateurs, mais que ils sont pas conçus pour amplifier leur pouvoir de manière inconditionnelle. C'est-à-dire que si un enfant a des sentiments malveillants à l'encontre, enfin tu vois, genre par exemple une mauvaise forme de courage ou je sais pas quoi, l'emblème agit aussi comme un limiteur. Voilà. Et donc là, il est précisé que c'est ainsi que les dangers dans le monde numérique furent surmontés maintes fois. Un premier Apocalypse a été contenu, mais à l'époque, il n'y avait pas suffisamment d'enfants avec des partenaires pour le sceller parfaitement. Mais il n'y en avait que 4, enfin 5. Voilà. 5 du coup, enfin 4 ou 5, on ne sait pas en tout cas, mais parce qu'il dit qu'il y a 4 Digimon qui ont évolué pour devenir les 4 créatures sacrées et protéger le monde. Oui, on ne nous précise pas qu'il y avait seulement 4 enfants élus, c'est pour ça peut-être non, ils étaient 5 parce que le 5e a été sacrifié. Alors, c'est pas précisé dans le roman, mais en tout cas, si c'est canon avec Tri, effectivement, c'est ça qui s'est passé, quoi. On nous dit que les Digimon qui vivaient à cette époque ont consigné tout ce qui s'est passé dans le livre Apocalypse Digimon pour les futures générations, et qu'en fait les maîtres de l'ombre complotaient depuis un certain temps pour prendre le monde numérique parce que justement ils ont trouvé ce livre avec toutes les révélations à l'intérieur. Ce livre de révélations, c'est grâce à ce livre en tout cas qu'ils ont conçu leur plan maléfique et qu'ils ont utilisé Nanomon pour créer le programme qui a créé la montagne spirale. Allez, ils reviennent sur le tout est lié là. Voilà, exactement. Pendant ce temps, en fait, pendant que les maîtres de l'ombre ont lancé une attaque contre les 4 bêtes sacrées pour les éliminer, Enfin, je veux dire, voilà, c'était point, la phrase était finie. C'est-à-dire que pendant ce temps, pendant que Nanomon en fait était en train de créer le programme, eux sont allés s'occuper des 4 bêtes sacrées. Et on nous dit qu'en fait, Apocalypse a dû envoyer ses pensées à travers le mur à travers le pare-feu en fait, a envoyé ses pensées dans le monde numérique et qu'il a implanté l'idée dans l'esprit des maîtres de l'ombre de rejeter inconsciemment l'évolution et que c'est pour ça que le plan des maîtres de l'ombre a détruit les fonctions du village originel, machin, voilà. Et qu'il est même possible que jusqu'à la fin, en fait, ils n'aient jamais vraiment eu conscience de ça, les maîtres des ténèbres, et voilà pourquoi, en fait, ils faisaient tout ça. Okay. Du coup, en fait, on nous explique que la construction de la montagne spirale était censée empêcher l'évolution du monde numérique. Du coup, après l'incident d'Ikarigaoka, en fait, homéostasis a fait récupérer certains digitamas du village originel pour les protéger. Donc les digitamas des enfants, enfin des Digimon qui allaient servir pour les enfants élus qu'on connaît nous. Sauf que Piemon a eu vent de ça, donc il est venu tout détruire. Genai s'est enfui avec, sauf qu'il n'a pas pu récupérer les emblèmes. C'est là que Piemon a utilisé une bille noire sur Genai. On nous précise qu'il s'agit de l'ancêtre des spores noirs,
qui sont utilisées par les Digimon maléfiques. Donc, elle n'a pas exactement les mêmes caractéristiques. C'est pour ça que tout à l'heure, tu demandais... en tout cas, le commentaire demandait si c'était la même chose. Apparemment, non. Et donc, du coup, on ne nous donne pas plus de détails quand même sur la différence et les caractéristiques exactement. Genai, du coup, a juste eu le temps d'aller déposer les Digitamas sur l'île Fichier avant de retourner s'enfermer au fond de Temple Lake, parce qu'en fait, il a créé une barrière pour empêcher la boule noire de s'activer. Et à l'intérieur de la barrière, Genai a réfléchi à ce qu'il pouvait faire pour supprimer le pouvoir de la boule noire. Et sa conclusion, ça a été de se vieillir. En fait, en désactivant ses fonctions régénératrices, il pouvait empêcher la bille noire de grossir, en fait. Ok. Voilà pourquoi il est devenu vieux. Du coup, on retourne maintenant au village originel et on nous dit que le premier Digimon à éclore, c'est pendant la fameuse photo commémorative. Tout le monde se demande si c'est Léomon ou Waemon. À ce moment-là, Ogremon décide de s'en aller. Voilà. On nous précise qu'à ce moment-là, le temps s'est synchronisé, mais pas à cause de l'arrivée d'Apocalypse. On nous dit c'est comme si le monde numérique avait rattrapé le monde réel. Comme si en fait il avait eu du retard au début, mais que là il avait rattrapé le retard et du coup le temps s'est synchronisé, quoi. Et qu'au final la restructuration du monde numérique qu'avaient fait les maîtres de l'ombre a contribué à le rendre plus stable. Voilà. C'est là que l'éclipse se fait apparaître dans le ciel, que Genai leur dit qu'il va falloir rentrer. On passe au dernier sous-titre qui est « Et finalement, l'été touche à sa fin ». On a la fameuse scène entre Sora et Piomon, la scène entre Joe et Gomamon, une petite précision où Koshiro demande à Genai un véhicule pour rentrer. C'est là qu'il décide de prendre le tramway. D'ailleurs, on précise que Andromon et Genai vont carrément attacher des propulseurs au tramway. On a la scène ensuite Koshiro Tantomon, Patamon Takeru, Tailmon Ikari, Gabumon Yamato, voilà. Mimi qui cherche Palmon qui s'est caché, les Gekomon qui vont lui parler, les adieux où tout le monde s'en va et puis Palmon arrive au dernier moment alors que Mimi est en train de partir. Le chapeau de Mimi s'envole alors que les enfants élus sont en train de partir. On nous rajoute une petite scène supplémentaire avec Ogremon. On nous explique qu'en fait, il est pas loin du village originel et qu'il est au passage à niveau qui a pas loin. Et le passage à niveau se met à sonner très fort et quand Ogremon lève les yeux, il voit le chapeau de Mimi. Il essaye de l'attraper, mais sauf que le vent est trop fort et du coup, il n'arrive pas à l'attraper. Il marmonne quelque chose et il reprend sa route. Et c'est ainsi que se termine, avec un petit épilogue, quand même, le troisième roman. On nous dit « C'est ainsi que s'achève la première aventure des 8 enfants élus. Le reste de leurs vacances d'été s'est terminé assez rapidement. Sora a quitté le club de foot et a commencé à apprendre les rudiments de l'art floral sous la tutelle de sa mère. Yamato s'implique de plus en plus auprès des autres, cherchant la meilleure façon de s'exprimer dans ses relations. Koshiro commence à s'impliquer lui aussi plus, en créant notamment le club d'informatique de son école primaire. Joe a décidé que finalement il voudrait devenir médecin, parce qu'il ne pouvait pas oublier les Digimon qui sont morts sous ses yeux. Mimi a demandé à ses parents de lui acheter un nouveau chapeau exactement avec le même design. Super l'évolution. Takeru pleure beaucoup moins facilement. Et ça se termine en disant lorsque Taichi et Ikari entendent dire le sifflet, le fameux sifflet qu'Ikari a donné à Tailmon, il était presque la fin de l'automne, l'hiver était déjà proche. C'est le drama ça. Et c'est pas vraiment le drama parce que là c'est vraiment Taichi et Ikari qui entendent le sifflet et il dit voilà et ça se termine en disant au moment où ils l'entendent. Mais du coup comme son drama se passe à l'automne et qu'il entend le sifflet, je me suis dit tiens. Ouais, je pense que c'est à peu près pareil, mais en tout cas, voilà, ils entendent. Il y a une postface de Kakudo, j'imagine. Tout à fait. Dans la postface, Kakudo dit qu'en janvier 99, lors des premiers enregistrements du premier épisode de Digimon, ils ont commencé à expliquer aux comédiens, en fait, comme il y avait beaucoup de personnages, ils n'ont pas pris le temps de décrire chaque caractère de tous les personnages. Ils ont juste commencé en disant « Cette histoire est évoquée par l'un des enfants du groupe qui devient romancier 28 ans plus tard. Le narrateur est cet enfant devenu adulte. » Donc, à l'époque de la série, il était déjà prévu que le dernier épisode de Digimon Adventure se termine par « Où sont les personnages maintenant 28 ans plus tard ?» Oui.
Voilà, sauf qu'à mi-parcours, la production a décidé qu'il y aurait une suite de 02. Et donc là, il a été décidé que ce contenu-là serait gardé pour La fin de 02, 02. quoi. Et ils ont gardé quand même cette histoire de la scène de 28 ans plus tard, qui sont du coup devenus 27 ans plus tard, à la fin de 02. Et il ajoute quand même que les romans qu'on a lus là ne sont pas les romans écrits par Takeru. Voilà. Ah oui, j'avais posé la question justement, mais... Non, il précise bien ça et voilà. Mais Voilà, c'est, nous avons enfin terminé les 3 romans. C'était vachement complet et c'était vachement waouh et c'était vachement beaucoup d'informations à digérer. Je ne doute pas du coup quasiment 2 heures hein, pour ce dernier tome. Oui, C'est on est allé de plus en 1h45. plus. Ouais. Non mais je ne doute pas que chers auditeurs vous allez avoir énormément de réactions ou de commentaires à faire et j'espère que vous avez écouté en x2 hein, pour diminuer le temps. Mais c'est très complet et il faudrait juste faire un podcast juste pour discuter de tout ça. Mais Effectivement. parce que tellement il y a de choses. En tout cas n'hésitez pas à mettre des commentaires. On y répondra lors des prochains podcasts, vous le savez. C'était le 10e podcast d'ailleurs, donc 10e rendez-vous, 10e épisode avec vous. 10 numéros juste sur la partie aventure, c'est déjà... c'est qu'il y avait vraiment pas mal de choses à dire. François, merci pour ces 3 romans. Je vais de les aller avoir dormir lus. maintenant. Ouais, de les avoir lus, de les avoir expliqués. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle thématique qu'on ne peut pas encore vous révéler parce qu'on n'est pas encore décidé. Sachez juste que, je finis juste avec ça, on va de temps en temps inviter des guests avec nous pour aborder d'autres sujets liés à la licence de Digimon de manière générale qu'on ne maîtriserait pas forcément, François et moi. Je pense à Darine de Digidio pour la partie des musiques. Avec Charnabog, on parlera de la Sabane, enfin la version Sabane. Voilà, donc si vous êtes auditeur, que vous avez un micro, que vous êtes motivé, que vous maîtrisez un sujet dans Digimon, une saison spéciale, Tamers par exemple, que sais-je, bah, n'hésitez pas à vous manifester, on sera ravis d'en apprendre plus sur Digimon avec vous. Et d'ici là, bah, on se retrouve dans le monde numérique la semaine prochaine. Tout à fait. Au revoir. À la semaine prochaine.